À l'heure actuelle, vous vous tenez sur un grain de pierre de 8000 milles de large. Ça paraît énorme jusqu'à ce qu'on apprenne que le Soleil pourrait engloutir 1300 milles de ces roches. Cela paraît énorme jusqu'à ce qu'on apprenne que notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire parmi 400 milliards d'autres dans une seule galaxie. Cela paraît incompréhensible jusqu'à ce qu'on découvre que la galaxie n'est qu'un grain de sable dans un océan cosmique contenant 2000 milliards d'autres grains. Chacune renferme des centaines de milliards de ses propres étoiles. Et tout cela, chaque galaxie que l'humanité a jamais photographiée ou imaginée, tient dans une bulle visible qui pourrait représenter moins de 1% de ce qui existe réellement. L'immensité véritable de l'univers ne vous surprend pas seulement. Cela anéantit toutes les intuitions que votre cerveau a pu construire. Si vous aimez voir votre perception de la réalité complètement bouleversée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Cela permet vraiment à cette chaîne de continuer à vous proposer ces analyses approfondies. Commençons maintenant. Commencez par votre corps. Vous mesurez environ 1,83. Cette hauteur constitue la référence que votre cerveau utilise pour interpréter toutes les distances que vous rencontrerez. Le couloir menant à votre cuisine, le trajet à pied jusqu'à l'épicerie du coin, le trajet en voiture à travers la ville. Toutes ces mesures sont traitées par un cerveau qui a évolué pour parcourir les distances qu'un être humain peut parcourir en une seule journée. Vos ancêtres devaient évaluer la distance jusqu'à un point d'eau, la longueur d'un sentier de chasse, la largeur d'un passage à gué. L'évolution a façonné votre intuition spatiale pour un monde mesuré en pas, et cette intuition est sur le point de devenir obsolète. Le Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut bâtiment du monde, culmine à 2717 pieds, impressionnant selon les normes humaines. On pourrait empiler environ 450 personnes tête bêche pour atteindre sa hauteur. Debout, à sa base, le regard levé, votre cou se tend et votre sens des proportions commence déjà à vaciller. Mais le Burj Khalifa n'est qu'un éclat. Le mont Everest culmine à 29 032 pieds au-dessus du niveau de la mer. Empilez 10 Burj Khalifa les uns sur les autres et vous n'atteindrez toujours pas le sommet. Les alpinistes qui atteignent ce sommet décrivent la sensation de se tenir au bord même de la Terre. Le ciel au-dessus prend une teinte indigo profonde. La courbure de la planète devient faiblement visible. Pourtant, cette montagne qui a tué des centaines de personnes et brisé les corps de milliers d'autres ne mérite guère d'être considérée comme une imperfection à la surface de la planète sur laquelle elle se trouve. La Terre mesure un peu moins de 8000 miles de diamètre. Si l'on pouvait traverser la planète en voiture d'un bout à l'autre à vitesse d'autoroute, le voyage prendrait environ 5 jours. La circonférence à l'équateur s'étend sur environ 24 900 milles. Un avion de ligne commerciale volant à 550 mm/h, 885 km/h, aurait besoin d'un peu plus de 45 heures pour faire le tour du monde sans escale. Ce nombre me semble gérable. 2 jours en avion et vous avez fait le tour du monde. Votre cerveau peut presque supporter cette distance. Ça tend, mais ça tient. Maintenant, quittez la surface. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 250 miles. Les astronautes à bord de la station effectuent une orbite complète toutes les 90 minutes, faire le tour du monde à 28 000 km/h. De ce point de vue, la Terre occupe la majeure partie du champ de vision. Les continents défilent en contrebas, les ouragans tournoient en spirale blanche au-dessus des océans bleus. La planète paraît immense et vivante. Mais la station flotte à peine au-dessus de l'atmosphère, frôlant la limite extérieure de l'enveloppe gazeuse de la Terre. Si la Terre était un ballon de basket, la station spatiale orbiterait à moins d'un quart de pouce au-dessus de sa surface. Il vous faudrait une loupe pour voir l'espace. Voilà à quel point la présence permanente de l'humanité dans l'espace est proche de la Terre. La Lune change tout. Le plus proche voisin céleste de la Terre orbite à une distance moyenne de 238 900 miles. Pour se rendre compte de ce nombre, imaginez aligner 30 planètes Terre côte à côte, épaule contre épaule, comme une rangée de planètes. La Lune se trouve à l'extrémité de cette ligne. Lorsque les astronautes d'Apollo ont quitté l'orbite terrestre pour se rendre sur la Lune, le voyage a duré environ 3 jours. 3 jours de vol planés à travers un vide absolu, la Terre se rétrécissant derrière eux et un monde gris et cratérisé grandissant lentement dans le hublot. Durant ces 3 jours,
les astronautes se sont éloignés de la Terre plus que n'importe quel être humain ne l'avait jamais fait. Les signaux radio entre le centre de contrôle de mission et le vaisseau spatial ont subi un retard d'environ 1 seconde et 1/3. La lumière elle-même met autant de temps à traverser l'espace entre la Terre et la Lune. Ce délai d'1 seconde et 1/3 est la première faille dans votre intuition. Vous passez un coup de fil et vous attendez une réponse immédiate. Les conversations s'enchaînent sans décalage perceptible. Mais à la distance de la Lune, la vitesse de la lumière introduit déjà une pause perceptible. Posez une question. Attendez 1 seconde et 1/3 qu'elle arrive. Puis attendez encore 1 seconde et 1/3 pour que la réponse arrive. Un aller-retour de près de 3 secondes, agaçant pendant un appel téléphonique, mais gérable. Mais il ne s'agit là que de la Lune, l'objet le plus proche et le plus significatif de la Terre, le premier échelon d'une échelle qui s'étend si haut qu'on ne peut en voir le bout. Le Soleil se situe à environ 93 millions de kilomètres de la Terre. Les astronomes appellent cette distance une unité astronomique, et elle sert d'unité de mesure standard pour tout ce qui se trouve dans le système solaire. 93 millions de miles. Si vous pouviez conduire une voiture jusqu'au Soleil à 96 km/h, sans vous arrêter pour faire le plein, manger ou dormir, le voyage prendrait environ 177 ans. Il faudrait commencer à conduire avant la guerre de sécession, et vous ne seriez toujours pas arrivé. Un avion commercial aurait besoin d'environ 19 ans de vol continu. Même la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met 8 minutes et 20 secondes pour parcourir cette distance. Chaque fois que vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il apparaissait il y a 8 minutes. Si le Soleil disparaissait à cet instant précis, vous continueriez à voir sa lumière et à sentir sa chaleur pendant encore 8 minutes avant l'arrivée de la nuit. Le Soleil lui-même est époustouflant. Son diamètre s'étend sur 864 000 milles. On pourrait aligner 109 planètes Terre sur sa face. Son volume pourrait contenir environ 1 300 000 planètes Terre. Elle représente 90,86% de la masse totale du système solaire. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète, chaque grain de poussière orbitant autour de notre étoile ne représente qu'une infime erreur d'arrondi par rapport au Soleil lui-même. Jupiter, la plus grande planète, une géante gazeuse si massive qu'elle pourrait engloutir toutes les autres planètes réunies, est encore environ 1000 fois moins massive que le Soleil. La Terre est une poussière qui tourne autour d'une fournaise. Et cette fournaise domine tout ce qui se trouve à sa portée gravitationnelle. Mais l'influence gravitationnelle du Soleil s'étend bien au-delà des planètes que nous connaissons. Et c'est là que l'intuition terrestre commence à s'effondrer complètement. Mars orbite autour du Soleil, à une distance moyenne de 142 millions de miles, soit environ 1 unité astronomique et demie. Lorsque Mars et la Terre se trouvent du même côté du Soleil au point le plus proche, la distance qui les sépare se réduit à environ 34 millions de kilomètres. Même à cette distance minimale, un signal radio voyageant à la vitesse de la lumière met plus de 3 minutes pour traverser le vide. Les conversations deviennent impossibles. Les contrôleurs de mission qui envoient des commandes à un rover sur Mars doivent attendre entre 6 et 44 minutes pour une réponse aller-retour en fonction des positions orbitales. Le rover fonctionne en grande partie de manière autonome, prenant des décisions de façon indépendante, car un guidage en temps réel depuis la Terre est physiquement impossible. La distance a rendu la vitesse de la lumière lente. Jupiter orbite à 5,2 unités astronomiques du Soleil, soit environ 484 millions de kilomètres. Saturne se situe à 9,5 unités astronomiques. Ces planètes extérieures existent dans un royaume de froid et d'obscurité où la lumière du Soleil s'est affaiblie. À la distance de Saturne, la lumière du Soleil est environ 100 fois moins intense que depuis la Terre. Un être humain se tenant sur l'une des lunes de Saturne verrait le Soleil comme une étoile brillante, et non comme le disque incandescent que nous connaissons. Les signaux radio émis par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne mettaient entre 67 et 85 minutes pour atteindre la Terre. Les données issues de ces observations à distance sont arrivées sur les écrans des scientifiques plus d'1 heure après leur enregistrement par le vaisseau spatial. Lorsque l'image des anneaux de Saturne est apparue sur un écran à Pasadena, le vaisseau spatial avait déjà parcouru des milliers de kilomètres depuis l'endroit où il avait pris la photo. Uranus orbite à environ 19 unités astronomiques. Neptune,
La planète connue la plus éloignée du Soleil se situe à environ 30 unités astronomiques de celui-ci. À la distance de Neptune, le Soleil s'est réduit à un point de lumière éclatante, à peine distinguable d'une étoile très brillante. La lumière du Soleil met plus de 4 heures pour atteindre Neptune. Un vaisseau spatial voyageant de la Terre à Neptune, comme l'a fait Voyager 2, a mis 12 ans pour effectuer le voyage. 12 années de vol à travers un espace majoritairement vide, au-delà des géantes gazeuses et de leurs lunes, à travers des ceintures de radiation et des champs magnétiques, toujours plus profondément dans un système solaire qui ne cessait de révéler à quel point il s'étendait bien au-delà de ce que quiconque pouvait intuitivement imaginer. Les missions Voyager ont bouleversé la perception qu'avait l'humanité des proportions cosmiques. Lancé en septembre 1977, Voyager 1 voyage depuis plus de 48 ans et a atteint, début 2026, une distance d'environ 165 unités astronomiques du Soleil. Cela représente plus de 15 milliards de kilomètres. Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné qui existe. Elle a franchi la limite de l'héliosphère, cette bulle de particules chargées que le Soleil projette dans l'espace, en août 2012, devenant ainsi le premier objet humain à pénétrer dans l'espace interstellaire. 15 milliards de kilomètres, ça ressemble à la limite de tout. On est même très loin de la limite de quoi que ce soit. Le nuage d'Oort marque la véritable limite extérieure de la zone d'influence gravitationnelle du Soleil. On pense que cette enveloppe théorique de corps glacés entoure le système solaire dans un halo plus ou moins sphérique, s'étendant d'environ 2000 unités astronomiques à 100 000 unités astronomiques du Soleil. 100 000 unités astronomiques. Cela représente environ 1,6 années-lumière. Le nuage d'Oort est si éloigné que les objets qui s'y trouvent mettent des millions d'années à effectuer une seule orbite autour du Soleil. Les comètes qui tombent de ce réservoir lointain et qui filent près de la Terre sur de longues trajectoires elliptiques pourraient ne pas revenir avant des dizaines de milliers, voire des millions d'années. À la vitesse actuelle de Voyager 1, soit environ 38 000 mph, il faudrait environ 500 ans à la sonde pour atteindre la limite intérieure du nuage d'Oort. Il faudrait environ 30 000 ans pour traverser entièrement le nuage et émerger de l'autre côté. 30 000 ans. La civilisation humaine, telle que nous la connaissons, a environ 10 000 ans. Voyager aurait besoin de 3 fois la durée totale de l'histoire humaine enregistrée pour traverser une seule structure au sein de notre propre système solaire. Et pourtant, avec ses 1,6 années-lumière de diamètre, le nuage d'Oort ne représente qu'une fraction de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, une naine rouge peu lumineuse située à 4,24 années-lumière. Cela signifie que la lumière elle-même, se déplaçant à 670 millions de miles par heure, met plus de 4 ans à parcourir la distance entre ici et là. Voyager 1, notre sonde la plus rapide, voyageant à sa vitesse actuelle, aurait besoin d'environ 73 000 ans pour atteindre Proxima Centauri si elle se dirigeait dans cette direction. 73 000 ans. La dernière période glaciaire s'est terminée il y a environ 11 700 ans. Voyager devrait parcourir une distance équivalente à plus de 6 périodes glaciaires mises bout à bout avant d'atteindre l'étoile la plus proche. Réfléchissez à ce que cette distance représente en termes physiques. Si vous réduisiez le Soleil à la taille d'une balle de golf et le placiez sur une table devant vous, la Terre serait un grain de sable fin orbitant à environ 4,5 mètres de distance. Jupiter serait un petit poids orbitant à environ 23 mètres d'altitude. Neptune, un poids légèrement plus petit, orbiterait à 137 mètres d'altitude. Le nuage d'Oort s'étendrait sur environ 480 km dans toutes les directions, un territoire gravitationnel de la taille d'un petit État entourant une balle de golf. Et Proxima Centauri, la balle de golf voisine la plus proche, se situerait à environ 750 miles de là. 750 miles de vide absolu entre deux minuscules sphères, c'est le voisinage interstellaire. Voilà la distance réelle qui sépare les étoiles. Ce vide définit la véritable nature du système solaire. Les planètes donnent l'impression d'une famille nombreuse lorsqu'on les voit dessinées dans les schémas des manuels scolaires, soigneusement espacés le long des lignes orbitales colorées. Ces schémas sont des mensonges. Ils compressent les distances d'un facteur de milliers pour les faire tenir sur une page.
En réalité, le système solaire est presque entièrement constitué de vide. Si vous lanciez une fléchette au hasard dans le volume d'espace délimité par l'orbite de Neptune, les chances de toucher quoi que ce soit, une planète, une lune ou un astéroïde, seraient tellement infimes qu'elles seraient pratiquement nulles. L'espace est vide, profondément, implacablement, terriblement vide. Les objets qui s'y trouvent sont des points éparpillés dans un vide si vaste que le qualifier de grand est totalement réducteur. La sonde New Horizons, qui a survolé Pluton en juillet 2015, a fourni une démonstration saisissante de ce vide. Après sa rencontre avec Pluton à environ 33 unités astronomiques du Soleil, New Horizons a continué son voyage vers l'extérieur dans la ceinture de Kuiper, la région des corps glacés au-delà de Neptune. En janvier 2019, il a survolé Arrokoth, un petit objet binaire de contact situé à environ 44 unités astronomiques. Au-delà d'Arrokoth, New Horizons continue de voler à travers un espace de plus en plus vide. Ses instruments détectent les plus faibles murmures de particules du vent solaire et de grains de poussière cosmique. L'environnement est aussi proche du néant parfait que la nature le permet. Les températures se maintiennent à quelques dizaines de degrés seulement au-dessus du zéro absolu. La lumière du soleil s'est estompée jusqu'à devenir un point pâle à peine plus brillant que les étoiles environnantes. Le vaisseau spatial est complètement seul, entouré de billions de kilomètres cubes de néant. Cette solitude a une dimension quantitative qui mérite qu'on s'y attarde. La densité moyenne de matière au sein du système solaire, si l'on répartit uniformément la masse de chaque planète, lune, astéroïde et comète sur le volume délimité par le nuage d'Oort, est extrêmement proche du vide parfait. Le Soleil concentre la quasi-totalité de la masse et n'occupe qu'une fraction infime du volume total. Tout le reste est espace. Non pas un espace métaphorique, mais un vide physique tridimensionnel réel, s'étendant dans toutes les directions sur des milliards de kilomètres. Voici le système solaire. C'est tout ce que l'humanité a jamais exploré physiquement, touché ou visité par une machine. Chaque mission Apollo, chaque rover martien, chaque survol de Jupiter, de Saturne et de Pluton, tout cela s'est produit dans le territoire gravitationnel de cette seule étoile. Aucun objet fabriqué par l'homme n'a atteint une autre étoile. Pas un seul signal que nous avons envoyé n'a eu le temps de voyager jusqu'à notre plus proche voisine stellaire et de revenir. Nous sommes confinés à une seule et minuscule île, dans un océan si vaste que l'île voisine la plus proche nécessite un voyage de plusieurs dizaines de milliers d'années à notre vitesse actuelle la plus rapide. Et voici le détail qui anéantit complètement la première couche d'intuition. Le système solaire, du Soleil jusqu'aux limites du nuage d'Oort, s'étend sur un diamètre d'environ 3 années-lumière. La Voie lactée, galaxie dans laquelle se trouve le système solaire, s'étend sur environ 100 000 à 200 000 années-lumière de diamètre, selon la méthode de mesure. Cela signifie que cette galaxie est au minimum 30 000 fois plus large que notre système solaire tout entier. Tout ce que nous avons exploré, chaque planète que nous avons photographiée, chaque comète que nous avons suivie, chaque vide que nous avons traversé, tient dans une structure au moins 30 000 fois plus grande. Si le système solaire était un simple grain de sel, la Voie lactée s'étendrait sur toute la surface d'un terrain de basket-ball réglementaire, et même au-delà. Nous n'avons même pas encore commencé à parler de ce qui se trouve au-delà de la galaxie. Le système solaire est la plus petite unité de mesure à l'échelle que nous nous apprêtons à gravir. Chaque distance que vous avez eu tant de mal à appréhender, les 93 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil, les milliards de kilomètres qui nous séparent de Neptune, les billions de kilomètres qui nous séparent du nuage d'Oort, tout cela se réduit à un seul point invisible lorsqu'on l'observe d'un point de vue supérieur. Les nombres vont devenir tellement importants que les distances au sein de notre système solaire deviendront totalement imperceptibles. Ils seront arrondis à zéro, et non pas approximativement à zéro, mais fonctionnellement, significativement et définitivement à zéro. Voyager 1 vole depuis près d'un demi-siècle. Il a voyagé plus loin que n'importe quel objet jamais construit par l'humanité. Il renferme un disque d'or contenant des sons et des images de la Terre, un message dans une bouteille jetée dans un océan cosmique. Et après 48 ans de voyage incessant, à 38 000 mph, elle a parcouru moins de 1/10 de 1% de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. C'est là que nous en sommes. Voilà où nous en sommes.
Cela représente la somme totale de la portée physique humaine dans le cosmos, une fraction si infime qu'elle disparaît lorsqu'on arrondit à la première décimale. L'étape suivante nous fait traverser un gouffre qui fait disparaître tout le système solaire. La distance qui sépare notre système solaire de l'étoile la plus proche n'est pas une distance que votre cerveau est conçu pour traiter. 4,24 années-lumière jusqu'à Proxima Centauri. Ces mots glissent sans effort, car ils sonnent comme une simple mesure, un nombre suivi d'une unité. Mais c'est cette unité, l'année-lumière, qui fait tout le travail, et votre esprit la laisse passer sans la remettre en question. Une année-lumière équivaut à environ 5,88 billions de miles. Multipliez cela par 4,24 et la distance jusqu'à Proxima Centauri atteint environ 25 billions de miles. Écrit en toutes lettres, ce nombre est tellement long qu'il en est presque lassant. 25 suivi de 12 zéros. Et c'est l'étoile la plus proche, le point de feu nucléaire le plus proche de notre voisinage stellaire. Tout le reste est plus loin. Le milieu interstellaire entre ici et là-bas n'est pas le même vide que celui que l'on trouve entre les planètes. Il est plus vide. Au sein du système solaire, le vent solaire est un espace de particules chargées, un plasma ténu qui s'amincit avec la distance mais ne disparaît jamais complètement avant d'atteindre l'héliopause. Au-delà de cette limite, l'espace interstellaire contient environ un atome par centimètre cube. À titre de comparaison, l'air que vous respirez en ce moment contient environ 25 quintillions de molécules par centimètre cube. La différence entre ces deux chiffres est si extrême que l'espace interstellaire constitue un vide plus performant que tout ce qui a jamais été produit en laboratoire sur Terre. Si vous restiez sans protection dans ce vide, vous ne seriez pas entouré par les ténèbres. Vous seriez entouré de rien. L'espace entre les étoiles est ce qui se rapproche le plus du véritable vide dans la nature. Pourtant, ce vide n'est pas dépourvu de caractéristiques. De vastes nuages d'hydrogène moléculaire dérivent entre les étoiles, certains s'étendant sur des dizaines d'années-lumière. Ces nuages moléculaires sont des pouponnières d'étoiles, des régions où le gaz s'accumule lentement, sous sa propre gravité, jusqu'à ce que des poches de gaz s'effondrent, se réchauffent et déclenchent la fusion nucléaire. Chaque étoile que vous avez vue dans le ciel nocturne est née à l'intérieur de l'un de ces nuages. Le Soleil lui-même s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'une région en effondrement au sein d'un nuage moléculaire qui n'existe plus. La matière qui est devenue la Terre, qui est devenue vous, était autrefois dispersée dans l'espace interstellaire sous forme d'atomes d'hydrogène, de hélium, de carbone, d'oxygène et de fer, dérivant dans le vide entre des étoiles plus anciennes qui avaient déjà vécu et disparu. C'est un de ces faits qui sonne poétique mais qui est physiquement littéral. Le fer qui coule dans vos veines a été forgé au cœur d'une étoile massive qui a explosé en supernova des milliards d'années avant la formation du système solaire. Le calcium de vos os a été produit par un autre type d'explosion stellaire. L'oxygène que vous respirez a été fusionné dans le fourneau d'une autre étoile. Vous n'êtes pas métaphoriquement fait de poussière d'étoiles. Vous êtes matériellement, chimiquement, atomiquement construit à partir d'éléments fabriqués à l'intérieur des étoiles et éjectés dans l'espace interstellaire par des morts violentes. L'espace entre les étoiles n'est pas simplement un espace vide. C'est le moyen par lequel les matières premières des planètes et des êtres humains ont été transportées à travers des années-lumière et des milliards d'années de temps cosmique. Mais ces 400 milliards d'étoiles ne sont pas toutes identiques, et la diversité qui se cache au sein de cette population est stupéfiante. Le Soleil est une naine jaune, une étoile d'âge moyen, de température moyenne et de luminosité moyenne, qui brûlera régulièrement pendant environ 10 milliards d'années avant de se transformer en géante rouge et de finalement s'effondrer en une naine blanche de la taille de la Terre. C'est le type d'étoile le plus ordinaire qui soit, sans rien de remarquable à l'échelle cosmique, et elle ne représente qu'une catégorie restreinte parmi tant d'autres. Les naines rouges sont les étoiles les plus communes de la Voie lactée, représentant environ 70 à 75% de la population stellaire totale. Elles sont petites, peu lumineuses et froides comparées au Soleil, avec des températures de surface allant d'environ 3000 à 4000 degrés Kelvin. Les plus petites naines rouges ne contiennent que 8% de la masse du Soleil, à peine assez pour entretenir la fusion de l'hydrogène dans leur noyau. Ce qui leur manque en éclat, ils le compensent par leur longévité.
Une naine rouge brûle son carburant si lentement qu'elle peut briller pendant des billions d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Toutes les naines rouges qui se sont allumées brûlent encore aujourd'hui. Aucun n'a encore eu le temps de mourir. Ces étoiles pâles et patientes sont les objets les plus nombreux de la galaxie, et pourtant, presque aucune n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Le ciel nocturne que vous voyez est dominé par de rares géants lumineux. La véritable population de la galaxie se cache dans l'obscurité. À l'opposé, on trouve les supergéantes bleues, des étoiles si massives et si chaudes qu'elles épuisent leur combustible nucléaire en quelques millions d'années seulement. Une supergéante bleue peut contenir 50, voire 100 fois la masse du Soleil, avec des températures de surface dépassant 30 000 degrés Kelvin. Leur luminosité surpasse celle du Soleil de plusieurs centaines de milliers de fois. Une seule supergéante bleue peut produire plus d'énergie par seconde qu'un amas entier de naines rouges en une année, mais leur férocité cause leur perte. Ces étoiles vivent rapidement, fusionnant des éléments de plus en plus lourds dans leur noyau jusqu'à atteindre le fer, moment où la fusion nucléaire ne peut plus les maintenir en vie face à l'effondrement gravitationnel. Le noyau implose. Les couches externes sont projetées vers l'extérieur lors d'une explosion de supernova qui peut brièvement éclipser toute la galaxie. Ce qui reste dépend de la masse. Certaines laissent derrière elles des étoiles à neutrons, des objets si denses qu'une cuillère à café de leur matière pèserait environ 6 milliards de tonnes à la surface de la Terre. Les plus massifs laissent derrière eux des trous noirs, des régions de l'espace-temps où la gravité a triomphé si complètement que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Les étoiles à neutrons figurent parmi les objets les plus extrêmes de la galaxie. Elles concentrent environ 1,5 fois la masse du Soleil dans une sphère de seulement 12 miles de diamètre. Leur densité dépasse 100 billions de fois celle de l'eau. Leur surface est recouverte d'un réseau cristallin de noyaux de fer tellement comprimés que le matériau est plus dur que tout ce qui existe sur Terre. Certaines étoiles à neutrons tournent des centaines de fois par seconde, émettant des faisceaux de rayonnement qui balayent l'espace comme des phares cosmiques. Ce sont des pulsars, et leurs signaux sont si précis qu'ils rivalisent avec les horloges atomiques en termes de précision. D'autres possèdent des champs magnétiques 1000 milliards de fois plus puissants que celui de la Terre, suffisamment puissants pour effacer les informations d'une carte de crédit à une distance d'environ 100 000 km, soit environ un quart de la distance qui nous sépare de la Lune. Ces magnétars libèrent occasionnellement des bouffées d'énergie si intenses qu'une seule éruption peut comprimer la magnétosphère terrestre à une distance de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. La Voie lactée contient entre 100 millions et 1 milliard d'étoiles à neutrons, et peut-être 100 millions de trous noirs de masse stellaire, tous vestiges d'étoiles massives qui ont vécu et sont mortes au cours des 13 milliards d'années d'histoire de la galaxie. Ces cadavres dérivent à travers le disque et le halo galactique, invisibles, sauf lorsqu'ils interagissent avec la matière environnante ou se révèlent par des effets gravitationnels. Vous pourriez passer à quelques années-lumière d'un trou noir sans même vous en apercevoir. Entre les extrêmes que sont les naines rouges et les supergéantes bleues se trouve un immense spectre de types d'étoiles, chacune ayant sa propre masse, température, luminosité et durée de vie. Les naines oranges sont légèrement plus froides que le Soleil. Les étoiles blanches de la séquence principale sont légèrement plus chaudes. Des géantes rouges qui ont épuisé leur hydrogène central et qui ont gonflé jusqu'à atteindre des centaines de fois le diamètre du Soleil. Les étoiles de la branche asymptotique des géantes perdent leurs couches externes pour former des nébuleuses planétaires, des enveloppes de gaz incandescentes qui s'étendent dans l'espace interstellaire et contribuent à la matière première des nouvelles générations d'étoiles. La galaxie est une machine à recycler. Les étoiles se forment à partir de gaz, brûlent pendant des millions ou des milliards d'années, éjectent des matières enrichies dans l'espace lorsqu'elles meurent, et ces matières sont à nouveau collectées par la gravité pour former la génération suivante. Chaque génération successive d'étoiles contient une proportion légèrement supérieure d'éléments lourds que la précédente, enrichissant progressivement le stock chimique de la galaxie au fil du temps cosmique. C'est cet enrichissement qui permet l'existence de planètes comme la Terre. La première génération d'étoiles, formée à partir de l'hydrogène et de l'hélium presque pur restant du Big Bang,
n'aurait pas pu abriter de monde rocheux, car les éléments lourds nécessaires à la construction de la roche, le fer et l'eau, n'existaient pas encore en quantité significative. Il a fallu des milliards d'années de nucléosynthèse stellaire, des milliards d'années de supernovae et de vents stellaires, dispersant des éléments lourds dans l'espace interstellaire, avant que la composition chimique de la galaxie ne soit suffisamment riche pour produire le type de planète capable de supporter une chimie complexe et, à terme, la vie. La Terre est un produit de dernière génération. Il existe parce que des générations d'étoiles ont vécu et sont mortes avant la naissance du Soleil. Et ceci nous amène à l'une des révélations les plus profondes de l'astronomie moderne. Les planètes ne sont pas des curiosités rares. Ils sont partout. Le télescope spatial Kepler, qui a fonctionné de 2009 à 2018, a détecté plus de 2700 exoplanètes confirmées et a identifié des milliers d'autres candidates en surveillant la luminosité de plus de 150 000 étoiles et en repérant les infimes baisses de lumière causées par le passage de planètes devant leurs étoiles hôtes. L'analyse statistique des données de Kepler a abouti à une conclusion remarquable. En moyenne, chaque étoile de la Voie lactée abrite au moins une planète. Nombre d'entre eux abritent plusieurs planètes. Les planètes rocheuses, situées dans la zone habitable, cette région orbitale où l'eau liquide pourrait persister à la surface d'une planète, ne sont pas des cas exceptionnels. Leur nombre pourrait se chiffrer en dizaines de milliards, rien que dans notre galaxie. Le télescope spatial James Webb a commencé à examiner l'atmosphère de certains de ces mondes, à la recherche de signatures chimiques pouvant indiquer une habitabilité, voire une activité biologique. De la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du méthane ont déjà été détectés dans l'atmosphère de plusieurs exoplanètes. La détection des gaz biosignatures, combinaison de substances chimiques atmosphériques difficiles à expliquer sans processus biologique, demeure le prochain grand défi. Si une telle détection avait lieu, cela confirmerait que la Voie lactée n'est pas seulement une galaxie de 400 milliards d'étoiles, avec des dizaines de milliards de planètes rocheuses. Il s'agirait d'une galaxie où la vie serait apparue indépendamment sur plusieurs mondes. L'échelle d'une galaxie ne se résume pas à la distance et au nombre d'étoiles. C'est une mesure de la possibilité. Chaque étoile supplémentaire représente un fourneau supplémentaire. Chaque fourneau peut réchauffer un autre monde. Chaque monde est une autre expérience de chimie qui se déroule depuis des milliards d'années. 400 milliards d'expériences dispersées sur 200 000 années-lumière d'espace, fonctionnant pendant une durée pouvant atteindre 13 milliards d'années. Le nombre d'expériences que la galaxie a menées sur la chimie de la vie est tellement important que la question n'est pas de savoir où les conditions nécessaires à la vie existent ailleurs. La question est de savoir combien de fois ces conditions ont produit un résultat. Élargissez maintenant votre champ de vision. Le Soleil est une étoile parmi les quelques 400 milliards qui composent la galaxie de la Voie lactée. Ce chiffre n'est pas précis, car de vastes portions de la galaxie sont cachées derrière d'épais nuages de poussière qui bloquent la lumière visible. Mais les relevés infrarouges modernes et la modélisation statistique convergent vers une estimation comprise entre 100 et 400 milliards d'étoiles, les analyses les plus récentes privilégiant la limite supérieure. Chacune de ces étoiles possède son propre territoire gravitationnel, son propre cortège potentiel de planètes, de lunes et de comètes. Certains sont solitaires comme notre Soleil. D'autres existent sous forme de systèmes binaires ou ternaires, 2 ou 3 étoiles liées par une force gravitationnelle orbitant autour d'un centre de masse commun. Une part importante, voire la majorité, abrite au moins une planète. 400 milliards d'étoiles réparties sur une structure dont le diamètre s'étend entre 100 000 et 200 000 années-lumière. La valeur traditionnellement citée dans les manuels était de 100 000 années-lumière, mais les recherches menées au cours de la dernière décennie à l'aide de courants stellaires et d'études d'étoiles du halo ont considérablement revu cette estimation à la hausse. Le disque visible d'étoiles, cette structure spirale brillante que l'on voit dans toutes les représentations d'artistes, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Mais la galaxie ne s'arrête pas là où les étoiles brillantes se raréfient. Les populations stellaires les plus faibles s'étendent bien au-delà du disque visible, et le halo de matière noire, l'échafaudage gravitationnel invisible qui maintient tout ensemble, s'étend jusqu'à au moins 250 000 années-lumière et peut-être beaucoup plus loin.
La sphère d'influence gravitationnelle de la Voie lactée est nettement plus grande que le disque lumineux que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils entendent le mot « galaxie ». Ce disque est remarquablement fin par rapport à sa largeur. Le disque stellaire mesure environ 2000 années-lumière d'épaisseur à la position du Soleil, bien qu'il s'évase sur les bords et s'épaississe près du centre. Le rapport entre le diamètre et l'épaisseur rend la Voie lactée proportionnellement plus plate qu'un disque compact. Si l'on réduisait la galaxie au diamètre d'une assiette, le disque serait plus fin qu'une feuille de papier. Cette extrême planéité résulte de la rotation de la galaxie. Tout comme la pâte à pizza s'aplatit lorsqu'on l'essore, la masse en rotation de la galaxie s'est stabilisée au fil de milliards d'années, en un plan mince où se concentrent la plupart des étoiles, du gaz et de la poussière. Le Soleil orbite autour du centre galactique à une distance d'environ 26 000 années-lumière, ce qui nous place à peu près à mi-chemin entre le noyau et le bord extérieur du disque visible. Nous nous situons à l'intérieur d'un des bras spiraux de la galaxie, plus précisément dans une structure appelée le bras d'Orion ou éperon local, qui se ramifie entre le plus grand bras de Persée et le bras du Sagittaire. Notre position n'est ni spéciale ni centrale. C'est une banlieue. Nous vivons dans un quartier galactique qui n'est ni le cœur urbain dense, ni la périphérie rurale clairsemée, mais quelque chose entre les deux. Un quartier résidentiel paisible, où les étoiles sont espacées de quelques années-lumière, et où le ciel nocturne recèle suffisamment d'étoiles visibles pour susciter l'émerveillement sans pour autant submerger les sens. Le centre galactique, en revanche, est un lieu d'une densité et d'une violence terrifiantes. Les étoiles proches du noyau sont des milliers de fois plus densément regroupées que dans notre voisinage cosmique. Si la Terre orbitait autour d'une étoile proche du centre galactique, le ciel nocturne serait illuminé par tant d'étoiles brillantes que la véritable obscurité n'y régnerait jamais. Il serait possible de déchiffrer un livre en utilisant uniquement la lumière des étoiles, mais cette beauté s'accompagnerait de dangers. Les rencontres stellaires seraient bien plus fréquentes, les perturbations gravitationnelles pourraient déstabiliser les orbites planétaires, et le rayonnement des supernovae voisines et du trou noir central baignerait tout d'une énergie mortelle. Au cœur même de la Voie lactée se trouve une étoile, Sagittarius AK, un trou noir supermassif dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Cet objet a été confirmé au terme de décennies d'observations minutieuses. Les astronomes ont suivi des étoiles individuelles en orbite autour du centre galactique et ont mesuré leur trajectoire avec une précision extraordinaire. Une étoile, désignée S2, effectue une orbite complète autour d'une étoile Sagittarius A tous les 16 ans, atteignant des vitesses d'environ 2,5% de la vitesse de la lumière à son point le plus proche. Le seul objet suffisamment massif et compact pour produire de telles vitesses orbitales sans être visible est un trou noir. En 2022, la collaboration Event Horizon Telescope a publié la première image directe de l'étoile Sagittarius A, montrant l'anneau lumineux de gaz surchauffé tourbillonnant autour de l'ombre du trou noir. L'image confirmait ce que des décennies de preuves indirectes avaient établi. Un monstre vit au cœur de notre galaxie. Malgré son énorme masse, l'étoile Sagittarius A est étonnamment calme comparée aux trous noirs supermassifs d'autres galaxies. Certains centres galactiques sont actifs, émettant des jets de matière persistants à des milliers d'années-lumière dans l'espace et surpassant en luminosité toutes les étoiles de leur galaxie haute réunies. Sagittaire. Une étoile est dormante, consommant très peu de matière actuellement, mais le calme n'a pas toujours régné. L'observation de structures appelées bulles de Fermi, d'énormes lobes de gaz à haute énergie s'étendant au-dessus et au-dessous du plan galactique, suggère que l'étoile Sagittarius A a connu une période d'activité intense il y a plusieurs millions d'années, produisant des éruptions qui ont sculpté la distribution du gaz sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Le monstre dort, mais il n'a pas toujours dormi. La galaxie tourne, mais pas comme une roue solide. Les étoiles situées à différentes distances du centre orbitent à des vitesses différentes, selon un schéma appelé rotation différentielle. Le Soleil se déplace autour du centre galactique à environ 515 000 pH. Même à cette vitesse extraordinaire, une orbite complète prend environ 230 millions d'années. Les astronomes appellent cette période une année galactique,
La dernière fois que le Soleil se trouvait à sa position actuelle sur son orbite, les dinosaures n'étaient pas encore apparus sur Terre. Avant cela, la forme de vie la plus complexe sur la planète était celle des poissons. Au cours des 4,6 milliards d'années d'histoire du système solaire, le Soleil n'a effectué qu'une vingtaine d'orbites galactiques. La galaxie fonctionne selon des échelles de temps qui font paraître les aires géologiques brèves. La rotation différentielle crée les bras spiraux qui donnent à la Voie lactée son aspect caractéristique. Ces bras ne sont pas des structures permanentes constituées des mêmes étoiles. Ce sont des ondes de densité, des régions où les étoiles et le gaz se regroupent temporairement avant de se déplacer. De la même manière que les voitures ralentissent et s'agglutinent dans un embouteillage, même si elles finissent par passer individuellement. Les étoiles passent une partie de leur orbite à l'intérieur d'un bras et une autre partie entre les bras. La structure en spirale persiste car l'onde de densité elle-même tourne à une vitesse différente de celle des étoiles, maintenant ainsi sa forme spirale pendant des milliards d'années, même lorsque des étoiles individuelles la traversent. Les nouvelles étoiles ont tendance à se former de préférence à l'intérieur des bras stellaires, en raison de la densité plus élevée du gaz qui s'y effondre par gravité. C'est pourquoi les bras spiraux brillent plus intensément que les espaces qui les séparent. Elles sont parsemées de jeunes étoiles chaudes et lumineuses, ainsi que des nébuleuses à partir desquelles ces étoiles se sont formées récemment. Au-delà du disque brillant, la galaxie possède un vaste halo sphérique peuplé d'étoiles anciennes, d'amas globulaires et d'énormes quantités de matière noire. Les amas globulaires sont des regroupements denses et sphériques de centaines de milliers, voire de millions d'étoiles liées entre elles par leur gravité mutuelle. La Voie lactée abrite environ 150 amas globulaires connus, dont beaucoup orbitent bien au-dessus et en dessous du plan galactique, traçant des trajectoires à travers le halo qui révèlent la masse gravitationnelle totale de la galaxie. Ces amas figurent parmi les objets les plus anciens de la galaxie, leur âge atteignant 12 à 13 milliards d'années. Elles se sont formées lorsque l'univers lui-même était jeune, avant que la Voie lactée n'ait pris sa forme actuelle. Des courants stellaires sillonnent également le halo, et ces rivières fantomatiques d'étoiles ont révolutionné notre compréhension de l'étendue réelle de la galaxie. Les courants stellaires se forment lorsque la gravité de la Voie lactée capture et déchire des galaxies plus petites ou des amas globulaires qui s'aventurent trop près. Les étoiles capturées s'étirent en de longs et fins filaments qui orbitent à travers le halo pendant des milliards d'années avant de se disperser complètement. Le courant du Sagittaire en est l'exemple le plus frappant, enroulant plusieurs fois autour de la galaxie entière, comme un ruban enroulé autour d'une pelote. La cartographie de ces courants révèle le champ gravitationnel qu'ils traversent, et ce champ s'étend bien au-delà du disque visible. Les étoiles des courants galactiques connus les plus éloignés orbitent à des distances supérieures à 200 000 années-lumière du centre galactique. Leur présence prouve que l'influence gravitationnelle de la Voie lactée, et donc sa véritable étendue physique, s'étend au moins jusqu'à cette distance. La matière noire rend cela possible. Environ 85% de la masse totale de la Voie lactée est constituée de matière noire, une substance qui n'émet, n'absorbe et n'interagit pas avec la lumière de manière détectable. Sa présence est déduite entièrement par des effets gravitationnels. Les étoiles situées dans la galaxie extérieure orbitent plus vite que ce que leur masse visible seule devrait indiquer. Sans l'attraction gravitationnelle supplémentaire d'un immense halo de matière invisible, ces étoiles extérieures s'échapperaient dans l'espace intergalactique. La matière noire fournit la gravité manquante. Elle forme un halo sphérique qui s'étend bien au-delà du disque lumineux, enveloppant la galaxie entière dans un cocon gravitationnel invisible. Les estimations situent la masse totale de la Voie lactée à environ 1,5 billion de masses solaires, la grande majorité de cette masse se trouvant dans le halo de matière noire, plutôt que dans les étoiles ou le gaz. La galaxie brillante et magnifique que vous voyez sur les photos est la cerise sur le gâteau invisible, dont le poids est 10 fois supérieur. Cela signifie que lorsque les astronomes parlent de la taille de la Voie lactée, la réponse dépend de ce que l'on mesure. Le disque lumineux s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Le halo stellaire connu s'étend sur plus de 200 000 années-lumière. Le halo de matière noire pourrait atteindre 300 000 années-lumière, voire plus. La sphère d'influence gravitationnelle.
la région à l'intérieur de laquelle les objets restent liés à la galaxie, s'étend jusqu'à peut-être 500 000 ou même 1 million d'années-lumière, selon le modèle utilisé. Si l'on inclut le halo de matière noire dans son intégralité, la Voie lactée n'est pas du tout un disque plat. Il s'agit d'une vaste structure plus ou moins sphérique, avec un disque fin et brillant en son centre, et son rayon réel est bien plus grand que la portion visible qui remplit les affiches d'astronomie. Des découvertes récentes sont venues étayer ce tableau élargi. L'Observatoire spatial Gaïa, lancé par l'Agence spatiale européenne en 2013, a mesuré avec précision les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Cet ensemble de données sans précédent a révélé des courants stellaires jusque-là inconnus, cartographié la structure tridimensionnelle des bras spiraux avec une clarté nouvelle et confirmé que le disque de la galaxie est déformé, se courbant vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre comme une empreinte laissée par le Soleil. Cette déformation pourrait résulter d'interactions gravitationnelles avec le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite qui orbite autour de la Voie lactée à une distance d'environ 160 000 années-lumière. Même à cette distance, l'attraction gravitationnelle du Grand Nuage de Magellan est suffisamment forte pour déformer la forme du disque galactique, démontrant ainsi que la Voie lactée n'existe pas isolément, mais est constamment influencée par ses voisins gravitationnels. Les nuages de Magellan, grands et petits, sont les deux galaxies satellites les plus importantes, visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud sous forme de taches lumineuses diffuses. Mais la Voie lactée possède au moins 60 galaxies satellites connues, et de nouvelles galaxies, plus faibles, sont encore découvertes lors de relevés approfondis. La plupart sont de minuscules galaxies naines ne contenant que quelques millions d'étoiles, mais leurs orbites révèlent la masse gravitationnelle totale à laquelle elles réagissent. Le suivi de ces satellites et des traînées qu'ils laissent derrière eux est devenu l'une des méthodes les plus efficaces pour mesurer la masse et l'étendue totale de la Voie lactée. Chaque nouveau satellite découvert repousse un peu plus loin les limites connues de la portée gravitationnelle de la galaxie. La Voie lactée est elle aussi cannibale. Elle grossit en absorbant les galaxies plus petites qui s'aventurent trop près. Elle s'est déjà étirée en un long cordon d'étoiles, enveloppant le halo galactique, et d'ici quelques centaines de millions d'années, elle perdra entièrement son identité, ces étoiles étant absorbées par la population de la Voie lactée. Ce n'est pas un événement rare. L'analyse médico-légale des populations stellaires de la Voie lactée, utilisant des signatures chimiques et des données orbitales, a révélé des preuves de multiples fusions passées. L'événement connu le plus important est la fusion Gaïa-Encelade, qui s'est produite il y a environ 10 milliards d'années, lorsqu'une galaxie d'une masse équivalente à environ un quart de celle de la Voie lactée est entrée en collision avec la nôtre et a fusionné avec elle. Les vestiges de cette galaxie ancienne sont aujourd'hui détectables sous la forme d'une population distincte d'étoiles dans le halo, présentant des compositions chimiques et des caractéristiques orbitales différentes de celles des étoiles nées naturellement dans la Voie lactée. Notre galaxie s'est construite au fil de milliards d'années d'accumulation gravitationnelle et de consommation violente de systèmes plus petits. L'ensemble de ces éléments, les 400 milliards d'étoiles, les bras spiraux, le trou noir central, les courants stellaires, le halo de matière noire, les galaxies satellites en cours d'absorption, les vestiges anciens de fusion passée, constituent une seule galaxie, une structure parmi les quelques 2000 milliards que compte l'univers observable. Chaque fait que vous venez d'assimiler concernant la Voie lactée, chaque distance, chaque masse, chaque échelle de temps, s'applique avec une ampleur similaire, voire supérieure, à chacune de ces 2000 milliards d'autres galaxies. Certaines sont plus petites que les nôtres. Beaucoup sont comparables. Un nombre important d'entre eux sont bien plus grands, contenant 1 billion d'étoiles ou plus, et abritant des trous noirs supermassifs dont la masse est des milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. La galaxie majeure la plus proche comparable à la Voie lactée est Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière. Cette distance mérite qu'on en prenne pleinement conscience. La lumière qui quitte Andromède ce soir a commencé son voyage il y a 2,5 millions d'années, lorsque les ancêtres de l'homme moderne commençaient tout juste à utiliser des outils en pierre dans les plaines d'Afrique. Chaque photon provenant d'Andromède qui pénètre dans votre œil transporte des informations aussi anciennes. Vous ne voyez pas Andromède telle qu'elle existe actuellement.
Vous voyez un fantôme, une image préservée dans une lumière ancienne, un portrait d'une galaxie telle qu'elle apparaissait avant l'existence de votre espèce. La distance qui nous sépare de notre plus proche grand voisin est de 2,5 millions d'années-lumière, soit environ 10 fois le diamètre de la Voie lactée elle-même. L'espace entre notre galaxie et Andromède est un gouffre si immense que la Voie lactée entière, ses 200 000 années-lumière de territoire gravitationnel, ses 400 milliards d'étoiles, ses 1,5 billion de masses solaires de matière, visibles et invisibles, pourrait y être placée 12 fois, avec encore de la place. Cet espace est en grande partie vide. Quelques faibles galaxies naines y dérivent. Des volutes de gaz intergalactiques occupent l'espace à des densités encore plus inférieures à celles du milieu interstellaire. Dans ce vide intergalactique, les températures oscillent près du niveau de fond cosmique, à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu. C'est là le véritable désert du cosmos, non pas l'espace entre les planètes, non pas l'espace entre les étoiles, mais l'espace entre les galaxies. Un vide si profond et si vide que la lumière met des millions d'années à le traverser à la vitesse maximale que permet l'univers. Et pourtant, Andromède est pratiquement à côté. Elle appartient à la même petite famille gravitationnelle que la Voie lactée, un ensemble appelé le groupe local. Au-delà du groupe local, le prochain amas de galaxies comparables se situe à des dizaines de millions d'années-lumière. Au-delà de ça, des centaines de millions. Au-delà de ça, des milliards. Chaque pas vers l'extérieur multiplie la distance par des facteurs si importants que l'échelle précédente devient insignifiante. La Voie lactée, cette structure colossale dont la description a occupé toute la seconde partie de notre voyage, une galaxie si vaste que la lumière met 200 000 ans à la traverser, si massive que des milliards de masses solaires de matière la maintiennent unie, si ancienne que ces étoiles les plus anciennes se sont formées alors que l'univers n'avait qu'1 milliard d'années d'existence, cette galaxie est sur le point de se réduire à un simple point lumineux dans la prochaine image cosmique. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, le système solaire, le vide interstellaire, les bras spiraux, le halo galactique, se réduit à un point lumineux parmi des milliards. À l'échelle supérieure, la Voie lactée apparaît telle que la Terre apparaissait, vue depuis les confins du système solaire. Petite, de plus en plus petite, et loin d'être terminée. Andromède tombe vers nous. Elle ne dérive pas, elle n'erre pas, elle tombe. La Voie lactée et Andromède sont enlacées dans une étreinte gravitationnelle mutuelle qui les maintient l'une vers l'autre depuis des milliards d'années. Andromède s'approche à environ 250 000 miles par heure, comblant l'écart de 2,5 millions d'années-lumière qui nous séparent grâce à la patience du temps cosmique. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision. Leurs bras en spirale se déformeront. Leurs halos de matière noire vont s'interpénétrer. Des centaines de milliards d'étoiles vont se réorganiser sur une période d'1 milliard d'années pour former une seule galaxie elliptique massive que les astronomes ont préméditément nommée Milcroméda. La collision semble catastrophique, mais les étoiles individuelles sont si éloignées les unes des autres que les impacts stellaires directs seront extrêmement rares. Le Soleil, s'il existe encore à ce moment-là, survivra probablement à la fusion avec ses planètes intactes, projetées sur une nouvelle orbite autour du centre galactique combiné. La violence d'une collision de galaxies est gravitationnelle et non physique. Elle remodèle la structure sans détruire les composants. Mais la collision entre la Voie lactée et Andromède est un phénomène local, un drame gravitationnel privé entre deux voisins. Pour comprendre la véritable échelle de ce qui nous entoure, nous devons prendre suffisamment de recul pour que cette fusion imminente entre deux galaxies contenant un total combiné d'environ 1000 milliards d'étoiles devienne un événement mineur, à peine digne d'être noté dans le tableau cosmique plus vaste. La Voie lactée et Andromède sont les deux membres dominants d'une famille gravitationnelle appelée le groupe local. Cette collection comprend plus de 80 galaxies connues, réparties sur un volume d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. La plupart des membres sont des galaxies naines, de petits ensembles faibles de quelques milliards, voire de quelques millions d'étoiles chacun. La galaxie du Triangle, également appelée Messier 33, est la troisième plus grande membre, contenant environ 40 milliards d'étoiles et située à environ 3 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Tout le reste au sein du groupe local est sensiblement plus petit.
Le grand nuage de Magellan contient peut-être 30 milliards d'étoiles. Le petit nuage de Magellan, 7 milliards. Nombre de ces galaxies naines satellites contiennent si peu d'étoiles qu'elles n'ont été découvertes que lorsque des relevés du ciel profond les ont révélées, cachées dans l'éclat de la Voie lactée. Le groupe local est lié gravitationnellement. Malgré l'expansion de l'univers qui éloigne les objets distants, les galaxies du groupe local sont suffisamment proches et massives pour que leur gravité mutuelle compense cette expansion. Elles orbitent autour d'un centre de masse commun, situé quelque part entre la Voie lactée et Andromède, liées entre elles pour un avenir cosmique prévisible. Cette liaison gravitationnelle est ce qui distingue un groupe de galaxies d'une dispersion aléatoire de galaxies qui se trouvent proches les unes des autres. Le groupe local est une structure physique réelle, un foyer cosmique où les membres sont liés de manière permanente. 10 millions d'années-lumière de diamètre, 80 galaxies. Cela ressemble à une communauté importante, jusqu'à ce qu'on découvre ce qui se cache juste au-delà du quartier. L'amas de la Vierge se situe à environ 54 millions d'années-lumière du groupe local. Il contient plus de 1300 galaxies connues, concentrées dans un volume d'environ 15 millions d'années-lumière de diamètre. En son cœur se trouve Messier 87, une galaxie elliptique géante abritant un trou noir supermassif d'une masse de 6 milliards et demi de masse solaire, soit plus de 1000 fois la masse du trou noir au centre de la Voie lactée. En 2019, le télescope Event Horizon a produit la première image directe d'un trou noir en utilisant le monstre de Messier 87 comme cible, capturant l'anneau lumineux de plasma surchauffé tourbillonnant autour de son ombre. Cette image a parcouru 54 millions d'années-lumière pour nous parvenir, ce qui signifie que la lumière a été émise lorsque les premiers ancêtres des chevaux modernes commençaient à apparaître sur Terre. L'amas de la Vierge n'est pas seulement plus grand que le groupe local. Il s'agit d'une catégorie de structures fondamentalement différentes. Les amas de galaxies sont les objets les plus massifs de l'univers liés gravitationnellement. Elles contiennent non seulement des centaines ou des milliers de galaxies individuelles, mais aussi de vastes quantités de gaz surchauffé appelé milieu intracluster. Ce gaz, chauffé à des dizaines de millions de degrés par l'énergie gravitationnelle de la formation de l'amas, brille dans les longueurs d'onde des rayons X et contient en réalité plus de masse que toutes les étoiles de toutes les galaxies de l'amas réunies. Les galaxies visibles sont des îles flottant dans un océan de plasma chaud invisible, et tout autour, dominant tout le reste d'un facteur d'environ 5 contre 1, se trouve le halo de matière noire de l'amas. Lorsque les astronomes additionnent la masse totale de l'amas de la Vierge, y compris les galaxies, le gaz chaud et la matière noire, le chiffre atteint environ 1,2 quadrillion de masse solaire. Cela représente 1,2 10 puissance 15 soleils. Un nombre qui a cessé de signifier quoi que ce soit pour le cerveau humain. Le groupe local lui-même se rapproche de l'amas de la Vierge. L'ensemble de notre voisinage galactique, soit plus de 80 galaxies, est attiré vers la Vierge à environ 400 km par seconde. Nous n'y parviendrons jamais. L'expansion de l'univers éloigne l'amas de la Vierge de nous légèrement plus vite que nous ne nous rapprochons de lui. Ainsi, l'écart entre nous et la Vierge se creuse lentement, malgré nos efforts pour nous rapprocher d'elle. Mais l'influence gravitationnelle de l'amas de la Vierge est réelle et mesurable. Elle déforme les mouvements de chaque galaxie de notre région de l'espace, ajoutant une composante de vitesse systématique que les astronomes doivent soigneusement soustraire lorsqu'ils mesurent les taux d'expansion cosmique. Mais avant de quitter le voisinage immédiat du groupe local, arrêtons-nous un instant sur le gouffre qui nous sépare de l'amas de la Vierge à 54 millions d'années-lumière d'espace intergalactique. Il ne s'agit pas simplement du vide interstellaire à grande échelle. Il s'agit d'un vide qualitativement différent, et il mérite d'être analysé séparément. Entre les galaxies, la densité de matière chute à des niveaux qui, par comparaison, rendent l'espace interstellaire extrêmement encombré. Le milieu intergalactique présent dans les vides entre les groupes de galaxies contient environ 1 à 10 atomes par mètre cube, non pas par centimètre cube, mais par mètre cube. L'air de la pièce où vous vous trouvez contient environ 25 billions de milliards de molécules par mètre cube. Le milieu interstellaire de la Voie lactée contient environ 1 million d'atomes par mètre cube. L'espace intergalactique est 1 million de fois plus vide que cela.
Si vous pouviez vous téléporter d'une manière ou d'une autre en un point aléatoire du gouffre, situé entre le groupe local et l'amas de la Vierge, vous flotteriez dans un vide plus parfait que tout ce qu'un laboratoire terrestre a jamais réalisé ou réalisera probablement jamais. La température se situerait juste au-dessus de la température du fond diffus cosmologique de 2,7 degrés Kelvin, à peine au-dessus du zéro absolu. Aucune étoile ne serait assez proche pour vous réchauffer. Aucune galaxie ne serait suffisamment proche pour être vue à l'œil nu, si ce n'est comme une tache indélébile. L'obscurité serait absolue. Le silence est total. L'isolement est terminé. Ce vide n'est pas simplement un espace entre des objets intéressants. Il s'agit de la réalité physique dominante de l'univers. Si vous placiez une épingle au hasard sur une carte du cosmos, la probabilité écrasante est qu'elle atterrisse dans l'espace intergalactique et non à l'intérieur d'une galaxie. L'univers est majoritairement vide. Les galaxies sont des exceptions, de rares condensations de matière flottant dans un océan de presque rien. Nous vivons dans l'une de ces exceptions, ce qui nous donne une impression profondément trompeuse de la plénitude de l'univers. Même lorsqu'il est le plus vide, le ciel nocturne regorge de lumière comparé à l'état moyen réel du cosmos. À présent, réfléchissez à ce que signifie franchir ce vide. La lumière, ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, met 54 millions d'années pour voyager de l'amas de la Vierge au groupe local. Les baleines venaient tout juste de commencer à évoluer à partir d'ancêtres terrestres. L'histoire entière de la lignée humaine, chaque espèce d'hominidé, chaque outil en pierre, chaque mot écrit, chaque guerre, chaque symphonie, chaque théorie scientifique tient dans un laps de temps inférieur à 1% du temps de trajet de la lumière. Le gouffre intergalactique ne se mesure pas en temps humain. Elle se mesure en temps évolutif, en temps géologique, en échelle si vaste que des branches entières de l'arbre de la vie croissent, s'épanouissent et s'éteignent, pendant qu'un seul photon traverse un amas de galaxies à un autre. L'amas de la Vierge mérite à lui seul un examen plus approfondi, car les amas de galaxies ne sont pas de simples regroupements de galaxies. Ce sont les objets les plus massifs de l'univers, liés gravitationnellement, et ils fonctionnent comme des systèmes physiques dotés de leur propre dynamique interne, de leur propre climat et de leur propre architecture de matière noire. Un amas de galaxies est maintenu ensemble par la gravité, mais le puits gravitationnel est largement dominé par la matière noire. Dans un amas typique, la matière noire représente environ 80% de la masse totale. Le gaz chaud intracluster contribue à hauteur d'environ 15%. Les galaxies elles-mêmes, ces objets brillants qui confèrent à l'amas son identité visuelle, ne représentent que 5% de sa masse. Les galaxies ne sont qu'un ornement. La matière noire en est la structure. Ce rapport a été confirmé à maintes reprises, par de multiples méthodes indépendantes, et constitue l'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'existence de la matière noire en cosmologie observationnelle. L'effet de lentille gravitationnelle en fournit la preuve visuelle la plus spectaculaire. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe près d'un amas massif, la gravité de ce dernier la courbe, déformant et amplifiant l'image des galaxies d'arrière-plan. Dans certains cas, la distorsion produit des arcs, des anneaux ou de multiples images de la même galaxie d'arrière-plan, disposées symétriquement autour de l'amas. L'ampleur de la distorsion révèle la masse totale responsable de la courbure. Lorsque les astronomes calculent la masse nécessaire pour produire les effets de lentilles observées, ils constatent systématiquement qu'elle est bien supérieure à celle des galaxies visibles et que le gaz chaud peut expliquer la masse manquante. Il s'agit de matière noire. L'amas de la Balle, situé à environ 3,8 milliards d'années-lumière de la Terre, fournit ce que de nombreux physiciens considèrent comme la preuve directe la plus convaincante de l'existence de la matière noire. Ce système est composé de deux amas de galaxies entrés en collision à environ 16 millions de kilomètres par seconde. Pendant 1 heure lors de la collision, le gaz chaud de chaque amas qui interagit électromagnétiquement s'est heurté et a ralenti, s'accumulant entre les deux amas. Ce gaz est visible en rayons X sous forme d'une brillante concentration entre les amas, mais les cartes de lentilles gravitationnelles révèlent que la majorité de la masse de chaque amas traverse la collision sans ralentir. Les composants de matière noire des deux amas,
qui interagissent uniquement par gravité, se sont traversés comme des fantômes. Il en résulte un système où la masse visible et la masse gravitationnelle sont spatialement séparées. Le gaz se trouve au centre, la matière noire à l'extérieur. Cette séparation est pratiquement impossible à expliquer sans invoquer une forme de matière qui n'interagit avec la matière ordinaire que par la gravité. L'amas de la balle est l'empreinte digitale de la matière noire prise sur le vif. Le gaz chaud qui remplit les amas de galaxies est lui-même une substance remarquable. Il atteint des températures de 100 millions de degrés, bien supérieures à celles du cœur de la plupart des étoiles. À ces températures, les atomes sont totalement ionisés, dépouillés de tous leurs électrons, formant un plasma qui brille intensément dans les longueurs d'onde des rayons X. Ce milieu intra-amas n'est pas la composante mineure contient plus de masse baryonique, matière ordinaire composée de protons et de neutrons, que toutes les étoiles de tous les amas de galaxies réunis. Les galaxies contribuent majoritairement à la lumière, tandis que le gaz contribue majoritairement à la matière ordinaire. Aucun des deux ne domine le bilan gravitationnel de la matière noire. Les observatoires de rayons X comme Chandra et XMM, Newton ont cartographié la distribution de ce gaz chaud dans des dizaines d'amas de galaxies, révélant des structures complexes, notamment des fronts de choc, où la matière en chute libre entre en collision avec le milieu existant. Des fronts froids où des noyaux de gaz denses oscillent au sein du potentiel de l'amas, et des cavités creusées par les jets de trous noirs supermassifs au centre des plus grandes galaxies d'amas. Ces galaxies centrales, appelées galaxies les plus brillantes d'amas, sont les galaxies les plus massives de l'univers, contenant jusqu'à plusieurs billions d'étoiles et abritant des trous noirs supermassifs dont la masse atteint des dizaines de milliards de masses solaires. Les jets de ces trous noirs peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière dans le milieu environnant, injectant d'énormes quantités d'énergie dans le gaz intra-amas et l'empêchant de se refroidir. L'effondrement des trous noirs pour former de nouvelles étoiles, cette boucle de rétroaction entre l'activité des trous noirs et la dynamique des gaz des amas est l'un des domaines de recherche les plus actifs en astrophysique moderne. En élargissant la perspective, on constate que le groupe local et l'amas de la Vierge sont tous deux inclus dans une structure beaucoup plus vaste, appelée le superamas de Laniakea, identifié et nommé en 2014 par une équipe dirigée par l'astronome Brent Tully. Laniakea s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient la masse d'environ 100 millions de milliards de soleils, répartis sur quelques 100 000 galaxies. Son nom, d'origine hawaïenne, signifie « ciel incommensurable », ce qui s'avère être une légère exagération. Laniakea a été cartographiée non pas en comptant les galaxies, mais en suivant leur mouvement. Chaque galaxie de l'univers possède une vitesse particulière, un mouvement dans l'espace induit par l'attraction gravitationnelle des concentrations de masse voisines. En mesurant les vitesses particulières de milliers de galaxies, l'équipe de Tully a identifié des flux cohérents où des galaxies, à travers d'énormes volumes d'espace, convergeaient toutes dans la même direction générale. Laniakea est défini comme le volume. Dans cet espace où convergent tous les mouvements galactiques, un point focal gravitationnel unique, appelé le grand attracteur, se trouve une immense concentration de matière, partiellement dissimulée derrière la poussière dense du plan galactique de la Voie lactée. Cette force gravitationnelle attire tout ce qui se trouve à l'intérieur de Laniakea, influençant les mouvements galactiques sur des centaines de millions d'années-lumière. La Voie lactée, le groupe local, l'amas de la Vierge et des dizaines de milliers d'autres galaxies et amas convergent vers le grand attracteur, formant un immense bassin d'attraction gravitationnelle. 500 millions d'années-lumière. Ce nombre, bien qu'inactif et abstrait, reste difficile à appréhender. Imaginez que la lumière voyageant d'un bord à l'autre de Laniakea mettrait 500 millions d'années pour effectuer le trajet. À l'époque où cette lumière a quitté Laniakea, la vie la plus complexe sur Terre se limitait à de simples organismes marins. Les poissons n'avaient pas encore évolué. L'explosion cambrienne, l'apparition des vertébrés, l'ère des dinosaures, l'évolution des mammifères et l'émergence de la civilisation humaine se sont toutes produites durant le transit de ce seul rayon de lumière à travers un superamas. Et Laniakea n'est pas un cas isolé. Il borde d'autres superamas.
Le superamas Persée-Poisson est adjacent à l'Aniakea. Le superamas Shapley, l'une des concentrations de galaxies les plus massives de l'univers proche, se situe à environ 650 millions d'années-lumière et exerce une attraction gravitationnelle colossale. L'Aniakea lui-même pourrait être en chute libre vers Shapley dans le cadre d'un flux encore plus vaste que les astronomes s'efforcent encore de cartographier. La hiérarchie des structures gravitationnelles ne s'arrête pas au superamas. Elle se poursuit vers le haut, jusqu'aux plus grandes structures de distribution de matière que contient l'univers. C'est là que la toile cosmique se révèle. Si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre s'extraire de l'univers et observer la distribution de toute la matière sur des milliards d'années-lumière, on ne verrait pas des galaxies dispersées aléatoirement dans l'espace, mais un vaste réseau interconnecté de filaments, de parois et de nœuds, ressemblant à la structure d'une éponge, aux connexions neuronales d'un cerveau ou à la disposition des bulles de savon dans une mousse. Ce réseau est appelé la toile cosmique et représente l'organisation de la matière à la plus grande échelle qui existe. La toile cosmique est composée de 4 types de structures. Les nœuds sont. Les régions les plus denses sont les intersections où convergent de multiples filaments. Des amas de galaxies se forment à ces nœuds, ancrés par d'énormes concentrations de matière noire. Les filaments sont de longs ponts de matière noire et de gaz s'étendant entre les nœuds, couvrant souvent des centaines de millions d'années, lumière de long tout en conservant une largeur de seulement 10 à 20 millions d'années-lumière. Les parois sont de vastes surfaces planes, où les filaments s'intersectent pour former de larges structures planes, contenant des milliers de galaxies disposées en fines couches. Entre toutes ces structures se trouvent d'immenses régions sous-denses, semblables à des vides cosmiques, où presque rien n'existe. Les filaments sont les autoroutes du cosmos. Les flux de gaz y circulent, canalisés par la gravité de la matière noire vers les nœuds où se développent les amas de galaxies. Les galaxies elles-mêmes se forment préférentiellement le long des filaments, enfilés comme des perles sur un collier. La matière des filaments n'est pas exclusivement de la matière noire. Des filaments de gaz ordinaires, hydrogène et hélium, traversent ces structures et sont chauffés à des températures de 100 000 à 10 millions de degrés. Ce milieu intergalactique chaud a longtemps été prédit par les simulations cosmologiques, mais extrêmement difficile à observer car sa lueur est trop faible pour que la plupart des instruments puissent la détecter. Cette situation a récemment changé. Début 2025, une équipe de recherche internationale utilisant l'instrument MUSE du très grand télescope de l'Observatoire européen austral a publié une image haute définition sans précédent d'un filament de la toile cosmique reliant 2 galaxies à une distance correspondant à l'âge de l'univers lorsque celui-ci avait environ 2 milliards d'années. Le filament s'étendait sur environ 3 millions d'années-lumière et, pour la première fois, les chercheurs ont pu tracer directement la limite entre le gaz résidant à l'intérieur des galaxies et le gaz contenu dans la toile cosmique elle-même. Comparé aux simulations de pointe de la structure cosmique réalisées par supercalculateurs, l'image du filament observé correspondait aux prédictions théoriques avec une précision remarquable. C'était la première fois que la faible lueur du gaz intergalactique à l'intérieur d'un filament était imagée avec autant de détails, confirmant une prédiction fondamentale de la cosmologie moderne. Fin 2025, une équipe de chercheurs de l'Université d'Oxford a également identifié l'une des plus grandes structures rotatives jamais observées, une chaîne extrêmement fine de 14 galaxies riches en hydrogène, enchâssées dans un filament cosmique beaucoup plus grand, d'environ 50 millions d'années-lumière de long, et située à environ 140 millions d'années-lumière de la Terre. Il a été constaté que les galaxies situées à l'intérieur de ce fin filament tournaient dans le même sens que le filament lui-même, bien plus fréquemment que ne le prédirait le hasard. Cette découverte a remis en question les modèles existants sur la façon dont les galaxies acquièrent leur mouvement de rotation, et a suggéré que la toile cosmique pourrait influencer la rotation des galaxies plus fortement et à des échelles plus grandes qu'on ne le pensait auparavant. Parallèlement, le télescope spatial Euclide de l'ESA a entrepris de réaliser la carte de la structure cosmique la plus ambitieuse jamais tentée. Lancé en juillet 2023, Euclide a publié son premier lot de données d'études en mars 2025, couvrant 63 degrés carrés de ciel et révélant 26 millions de galaxies
rien que dans ses premières observations en champ profond. Dans ces domaines, l'organisation à grande échelle des galaxies le long de la toile cosmique était déjà visible, avec des amas reliés par des filaments de galaxies s'étendant sur des milliards d'années-lumière d'histoire cosmique. La mission d'Euclide permettra à terme de cartographier un tiers du ciel entier, de mesurer la forme de milliards de galaxies sur une période de 10 milliards d'années de temps cosmique, et de construire une carte tridimensionnelle de la distribution de la matière noire à des échelles jamais atteintes auparavant. Le premier grand ensemble de données cosmologiques est attendu en octobre 2026. Lorsqu'il sera disponible, il fournira l'image la plus détaillée jamais réalisée de l'évolution de la toile cosmique depuis les débuts de l'univers. Les structures révélées par ces enquêtes sont stupéfiantes. Le grand mur de Sloan, découvert grâce au Sloan Digital Sky Survey, s'étend sur environ 1,4 milliard d'années-lumière, ce qui en fait l'une des plus grandes structures cohérentes connues. Elle se compose de milliers de galaxies disposées en une formation semblable à un mur qui s'étend sur une fraction importante de l'univers observable. Encore plus vaste est la grande muraille d'Hercule de la couronne boréale, détectée grâce au regroupement de sursauts gamma et estimée à environ 10 milliards d'années-lumière. Si cela se confirme à cette échelle, cela représente une structure si immense que la lumière aurait besoin de plus d'un dixième de l'âge actuel de l'univers pour voyager d'un bout à l'autre. Mais les structures ne représentent que la moitié du tableau. L'autre moitié, c'est le vide. Les vides cosmiques occupent environ 80% du volume de l'univers. Ces immenses régions sous-denses, s'étendant généralement de 100 à 500 millions d'années-lumière, ne contiennent presque aucune galaxie. Ce sont les bulles dans l'écume cosmique, les espaces creux entre les filaments et les parois, où la matière s'est écoulée sous l'influence patiente de la gravité pendant des milliards d'années. Le vide du Bouvier, découvert en 1981, s'étend sur environ 330 millions d'années-lumière de diamètre et contient moins de 60 galaxies connues. Si la Voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, la grande galaxie la plus proche serait si éloignée qu'elle apparaîtrait comme une faible tache, détectable uniquement à l'aide de puissants télescopes. Le ciel nocturne serait infiniment plus vide que ce que nous voyons depuis notre position dans la toile cosmique. Le vide à l'intérieur des cavités n'est pas absolu. La matière noire y existe à une densité réduite, formant des structures filamenteuses ténues, trop faibles et trop clairsemées pour capturer gravitationnellement suffisamment de matière ordinaire pour la formation des galaxies. L'énergie sombre, qui semble conserver une densité constante, quelle que soit l'expansion de l'espace, domine complètement les vides. Avec si peu de matière pour résister à l'expansion, les vides croissent plus vite que la moyenne cosmique, se gonflant comme des ballons et repoussant leurs limites vers l'extérieur dans les filaments environnants. Ce processus se poursuit depuis des milliards d'années et se poursuivra indéfiniment. Les vides s'agrandissent, les filaments s'amincissent. Le contraste entre les régions denses et les régions vides s'accentue avec le temps. La toile cosmique se dissout lentement, sa structure délicate étant étirée par la pression implacable de l'énergie sombre. L'origine de toute cette structure remonte aux premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Dans la fraction de seconde initiale, durant l'époque de l'inflation cosmique, les fluctuations quantiques de la densité du plasma primordial ont été étirées à des échelles macroscopiques. Ces fluctuations étaient extrêmement faibles, des variations d'environ une partie sur 100 000, mais elles étaient suffisantes. Les régions à densité légèrement supérieure ont attiré légèrement plus de matière par gravité. Les régions à densité légèrement inférieure ont perdu de la matière au profit de leurs voisines plus denses. Ce processus s'est amplifié sur des centaines de millions d'années. Les régions denses se sont efforcées pour former les premières étoiles, qui se sont regroupées en galaxies, lesquelles se sont regroupées en groupes, lesquelles se sont alignées le long de filaments. Les régions sous-denses se sont vidées davantage, s'étendant en vide. La toile cosmique est le produit final de l'amplification gravitationnelle agissant sur le bruit quantique pendant 13,8 milliards d'années. Les plus grandes structures de l'univers visible se sont développées à partir des plus petites fluctuations que la physique autorise. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes offre un aperçu de ces fluctuations lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. Des satellites, notamment COBE, WMAP et Planck,
ont cartographié d'infimes variations de température à travers tout le ciel, révélant les germes de toutes les structures futures. Les zones plus chaudes correspondaient à des régions légèrement plus denses. Les zones plus froides correspondaient à des régions légèrement moins denses. Les scientifiques utilisent ces données mesurées dans des simulations sur superordinateurs qui modélisent les interactions entre la gravité, la matière noire, l'énergie sombre et la matière ordinaire sur des milliards d'années. Les univers simulés qui en résultent produisent des réseaux cosmiques qui correspondent avec une fidélité impressionnante à celui observé. Dans les simulations, les filaments se forment aux mêmes échelles et densités que les filaments réels. Des vides s'ouvrent, de même taille et de même vacuité. Des amas de galaxies apparaissent au nœud avec des masses et des températures comparables. Cette concordance entre la théorie et l'observation est l'un des grands triomphes de la cosmologie moderne. Nous comprenons, dans les grandes lignes, comment la toile cosmique s'est formée et pourquoi elle a cette apparence. Mais l'accord n'est pas parfait. Certaines structures observées apparaissent plus grandes ou plus extrêmes que ce que les simulations permettent de reproduire aisément. Si sa taille est confirmée, le grand mur d'Hercule de la couronne boréale repousse les limites des prédictions des modèles cosmologiques standards. Les supervides, comme le vide KBC, estimés à environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre avec un déficit de densité d'environ 20%, sont suffisamment rares dans les simulations pour que leur existence soulève des questions quant à savoir si nos modèles capturent pleinement toute la gamme de la structure cosmique. Ces tensions ne sont pas des crises. Ce sont des frontières, des lieux où l'observation pousse la théorie à évoluer et à s'améliorer. La toile cosmique sert également de laboratoire pour étudier l'énergie sombre, la force mystérieuse qui est à l'origine de l'accélération cosmique. Parce que les vides se dilatent plus vite que la moyenne et que les amas résistent à l'expansion grâce à leur gravité concentrée, la comparaison des taux de croissance de différentes structures cosmiques à différentes époques de l'histoire cosmique permet aux scientifiques de mesurer comment l'influence de l'énergie sombre a évolué au fil du temps. La mission Euclide a été conçue précisément dans ce but. En cartographiant l'évolution des formes et des positions de milliards de galaxies au cours des 10 derniers milliards d'années, Euclide permettra de déterminer si l'énergie sombre est une constante cosmologique, immuable et uniforme, ou si son intensité varie dans l'espace et le temps. L'une ou l'autre de ces réponses serait révolutionnaire. L'existence d'une énergie sombre constante confirme le modèle théorique le plus simple, mais laisse sa nature fondamentale inexpliquée. Une énergie sombre variable exige une physique entièrement nouvelle qu'aucune théorie actuelle ne fournit pleinement. Considérons maintenant toute l'étendue de ce que représente la toile cosmique. Vous avez commencé ce voyage sur une planète de 8000 miles de diamètre. Vous avez traversé un système solaire dont la limite gravitationnelle s'étend sur environ 2 années-lumière. Vous avez traversé l'espace interstellaire pour admirer une galaxie de 200 000 années-lumière de diamètre. Vous avez étendu votre champ de vision jusqu'au groupe local situé à 10 millions d'années-lumière, à l'amas de la Vierge à 54 millions d'années-lumière et au superamas de Laniakea à 500 millions d'années-lumière. Et maintenant, la toile cosmique s'étend devant vous dans toutes les directions, une tapisserie de filaments, de murs, d'amas et de vides s'étendant sur des milliards d'années-lumière, organisée en motifs si vastes que les galaxies individuelles y sont plus petites que des points. Chaque galaxie jamais photographiée par le télescope spatial Hubble, chaque amas cartographié par les observatoires à rayons X, chaque superamas identifié grâce au relevé de galaxies, existe comme un élément mineur au sein de cette toile. La Voie lactée, cette structure dont la taille a occupé une partie entière de ce récit, est un simple nœud dans un unique filament au sein d'un unique superamas, lui-même inclus dans un réseau qui s'étend jusqu'aux limites de ce que nous pouvons observer. L'amas de la Vierge, avec ses 1300 galaxies et ses quadrillions de masse solaire, est un nœud parmi des millions. Laniakea, avec ses 100 000 galaxies, est un bassin versant parmi d'innombrables autres. Pour bien comprendre ce qui vient de se passer durant ce voyage, prenons l'exemple de la chaîne de confinement suivante, dont chaque maillon aurait été incompréhensible pour les occupants du précédent. La Terre est une planète qui orbite autour d'une étoile. Cette étoile fait partie des 400 milliards que compte une galaxie.
Cette galaxie est l'une des plus de 80 galaxies du groupe local. Le groupe local est une petite structure qui se trouve en direction de l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge est un nœud parmi tant d'autres dans le superamas de l'Aniakea. L'Aniakea est un superamas parmi des millions d'autres dans la toile cosmique observable. Chaque structure contient la précédente comme un océan contient une seule goutte d'eau. Et à chaque étape, le passage d'une échelle à l'autre rendait l'échelle précédente invisible. Voici une façon de ressentir la compression. Si l'on représentait l'univers observable tout entier comme une sphère de la taille de la Terre, le superamas de l'Aniakea aurait la taille d'une ville moyenne à l'intérieur de cette sphère, soit environ 70 km de diamètre. L'amas de la Vierge se réduirait à quelques kilomètres, soit une courte promenade à travers un seul quartier. Le groupe local se réduirait à un peu plus d'1 kilomètre, soit à peine quelques pâtés de maison. La Voie lactée aurait la longueur d'une piscine. Et le système solaire, tout ce que l'humanité a exploré physiquement, chaque engin spatial que nous avons lancé, chaque signal que nous avons envoyé, serait plus petit qu'une seule bactérie. Une bactérie à l'intérieur d'une piscine, dans un quartier, dans une ville à l'intérieur de la Terre. C'est la compression. Chaque niveau ne se contente pas de réduire le précédent. Cela l'anéantit. La toile cosmique accomplit quelque chose qu'aucune structure plus petite ne peut réaliser. Il révèle le plan de l'univers. La disposition des filaments, des parois et des vides n'est pas aléatoire. Il s'agit de la conséquence directe et inévitable de l'action de la gravité sur les fluctuations de densité initiale issues du Big Bang, et ce, tout au long des 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. Chaque fil de la toile suit une ligne de densité primordiale légèrement supérieure. Chaque vide marque une région qui contenait initialement légèrement moins de matière que son environnement. La toile cosmique est un enregistrement fossile des fluctuations quantiques qui se sont produites lors de l'inflation cosmique, amplifiées des échelles subatomiques aux structures s'étendant sur des milliards d'années-lumière. C'est l'autobiographie de l'univers, écrite dans le langage de la gravité et du temps. Le web est aussi une horloge. Comme la lumière se propage à une vitesse finie, observer la structure cosmique à différentes distances revient à l'observer à différents âges. Les filaments et les amas voisins montrent la toile telle qu'elle existe aujourd'hui. Des images lointaines montrent à quoi cela ressemblait il y a des milliards d'années. En comparant la structure du réseau cosmique à différentes époques, les astronomes peuvent observer l'évolution cosmique en action. Les filaments étaient plus denses autrefois. Les vides étaient plus petits. Les amas étaient moins massifs. La toile était plus resserrée, plus compacte, moins définie. Observer l'évolution du web au fil du temps cosmique, c'est comme regarder en accéléré la formation de cristaux de givre sur une vitre, sauf que la vitre mesure des milliards d'années-lumière de diamètre et que le givre a mis 10 milliards d'années à se former. L'instrument DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, réalise actuellement la cartographie tridimensionnelle la plus ambitieuse du réseau cosmique jamais tentée, mesurant avec précision les distances de dizaines de millions de galaxies et de quasars. Ces premiers résultats, publiés par étapes à partir de 2024, ont déjà permis d'obtenir l'image la plus détaillée de l'évolution de l'expansion cosmique au cours des 11 derniers milliards d'années. Combinée à l'imagerie grand champ d'Euclide et à la spectroscopie profonde du télescope spatial James Webb, ces études convergent vers une compréhension globale de la façon dont la toile cosmique s'est développée à partir de germes primordiaux pour devenir la vaste structure que nous observons aujourd'hui. Chaque nouvelle enquête révèle la même vérité qui nous ramène à l'humilité. Les structures que nous pouvons voir sont immenses, au-delà de toute compréhension, et elles sont contenues dans un volume qui ne représente peut-être qu'une fraction infinitésimale du tout. Et la toile cosmique elle-même est contenue dans quelque chose, une limite, non pas un mur ou un bord, mais un horizon imposé par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, de vos empreintes de pas aux filaments s'étendant sur des milliards d'années-lumière, existe à l'intérieur d'un volume d'espace fini, défini par la distance parcourue par la lumière depuis le début de l'univers. Au-delà de cette limite s'étend un univers plus vaste, potentiellement infiniment plus vaste, que nous n'avons jamais vu et que nous ne verrons peut-être jamais. La toile cosmique, dans toute son immensité stupéfiante,
est sur le point de tenir dans une seule sphère, et cette sphère pourrait bien ne représenter qu'une fraction atomique de ce qui existe réellement. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Cette phrase contient l'un des nombres les plus souvent mal compris de toute la science. Il convient donc de l'analyser attentivement avant d'aller plus loin. L'univers a 13,8 milliards d'années. La lumière voyage depuis que le cosmos est devenu transparent aux radiations, environ 380 000 ans après le Big Bang. On pourrait donc raisonnablement s'attendre à ce que la chose la plus éloignée que nous puissions voir se situe à 13,8 milliards d'années-lumière. Mais l'univers n'a cessé de s'étendre durant tout ce temps. Les objets qui ont émis de la lumière il y a 13,8 milliards d'années étaient beaucoup plus proches de nous lorsque cette lumière a commencé son voyage. Pendant les milliards d'années que dure le voyage de la lumière vers la Terre, l'expansion de l'espace a éloigné ces objets de plus en plus. Lorsque leurs photons anciens atteignent enfin nos télescopes, les objets eux-mêmes ont été projetés à une distance actuelle d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Doublez ce chiffre pour tenir compte de la direction opposée et vous obtenez le diamètre total, soit 93 milliards d'années-lumière. L'univers observable est infiniment plus vaste que ne le suggère naïvement l'âge de l'univers, car l'espace lui-même s'est étiré pendant le trajet de la lumière. Cette sphère observable est centrée sur la Terre, non pas parce que la Terre est spéciale, mais parce que l'univers observable est défini par la position de l'observateur. Chaque point du cosmos possède sa propre sphère observable, centrée sur elle-même, s'étendant sur 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Un astronome situé sur une planète de la galaxie d'Andromède aurait un volume observable légèrement différent, chevauchant le nôtre en la plupart des endroits, mais s'étendant 2,5 millions d'années-lumière plus loin dans une direction et étant inférieur de 2,5 millions d'années-lumière dans la direction opposée. Chaque observateur se trouve au centre de son propre cosmos visible. Ce n'est pas un privilège. Il s'agit d'une fatalité géométrique liée à la vitesse finie de la lumière dans un univers en expansion. Dans cette sphère, les estimations actuelles situent le nombre total de galaxies à environ 2 billions. Ce chiffre, publié par une équipe utilisant des données du télescope spatial Hubble, combiné à une modélisation mathématique, explique la présence de nombreuses petites galaxies peu lumineuses qui passent sous le seuil de détection même de nos instruments les plus puissants. Chacune de ces 2000 milliards de galaxies contient entre quelques millions et plusieurs mille milliards d'étoiles. La somme sur l'ensemble du volume observable donne une population stellaire totale de l'ordre de 10 puissance 24. Cela représente un septillion d'étoiles. Écrit en toutes lettres, ce nombre est un 1 suivi de 24 zéros. Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur chaque plage, dans chaque désert, sur chaque fond marin, sur toute la surface de la Terre. Et le rythme des découvertes continue de s'accélérer. En janvier 2026, les astronomes ont confirmé qu'une galaxie désignée MOMZ14, découverte à l'aide du télescope spatial James Webb, est la galaxie la plus éloignée jamais vérifiée par spectroscopie. Sa lumière révèle l'univers tel qu'il apparaissait seulement 280 millions d'années après le Big Bang, ce qui correspond à un décalage vers le rouge de 14,44. La galaxie se situe actuellement à environ 33,8 milliards d'années-lumière de la Terre, en raison de l'expansion cosmique survenue au cours des éons écoulés. MOMZ14 est plus brillante, plus compacte et plus riche chimiquement que ne le prévoient les modèles théoriques pour les galaxies se formant si peu de temps après l'origine de l'univers. Son existence, ainsi que celle d'environ 100 fois plus de galaxies primordiales lumineuses que ne le prévoyait la cosmologie standard, suggère que la formation d'étoiles dans l'univers primitif était bien plus vigoureuse et efficace que les scientifiques ne l'imaginaient. Le JWST n'a pas seulement repoussé les limites de l'observation. Elle a révélé que l'univers primitif assemblait des structures complexes à une vitesse qui remet en question les modèles que nous avons élaborés pour l'expliquer. La limite la plus éloignée de notre volume observable n'est pas marquée par des galaxies lointaines. Il est marqué par un mur de lumière. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes est le plus ancien signal électromagnétique existant, émis lorsque l'univers était approximativement égal à 106 mèmes, et s'était suffisamment refroidi
pour que les premiers atomes stables puissent se former. Avant ce moment, l'univers était un brouillard opaque de plasma. L'univers était un brouillard opaque de plasma si chaud et si dense que les photons ne pouvaient en parcourir que des distances microscopiques, sans être diffusés par les électrons libres. Lorsque les atomes se sont formés et que les électrons ont été capturés sur des orbites, le brouillard s'est dissipé. La lumière a soudainement pu voyager librement, et elle se répand depuis lors dans l'espace. Cette lumière primordiale nous parvient désormais de toutes les directions. Étirée par 13,8 milliards d'années d'expansion cosmique, en longueur d'onde micro-ondes, à une température de environ 2725 degrés au-dessus du zéro absolu. Elle est extraordinairement uniforme. Dans toutes les directions où les astronomes regardent, la température est la même à quelques centaines de millièmes de degrés près. Cette uniformité nous indique que l'univers primitif était presque parfaitement lisse, avec seulement de très faibles variations de densité dues aux fluctuations quantiques survenues pendant l'inflation. Ces ondulations, cartographiées avec une précision exquise par le satellite Planck, codent les conditions initiales à partir desquelles toute la structure cosmique a fini par se développer. Chaque galaxie, chaque amas, chaque filament de la toile cosmique trouve son origine dans le schéma des variations infinitésimales de température du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique impose également une limite observationnelle absolue. Aucun télescope électromagnétique ne peut voir au-delà. Avant que l'univers ne devienne transparent, aucune lumière ne pouvait circuler librement. Ainsi, aucune image d'époques antérieures ne pourra jamais être capturée à l'aide de photons. Les 380 000 premières années de l'histoire cosmique sont cachées derrière ce mur de rayonnement ancien. D'autres fenêtres d'observation pourraient éventuellement franchir cette barrière. Les ondes gravitationnelles générées lors de l'inflation pourraient transporter des informations provenant d'instants encore plus anciens. Les neutrinos se sont découplés de la matière environ 1 seconde après le Big Bang, bien plus tôt que les photons, et un fond cosmique de neutrinos devrait exister, bien que sa détection reste au-delà des capacités technologiques actuelles. Mais pour l'instant, le fond diffus cosmologique est notre aperçu le plus profond du passé, un portrait naissant d'un univers à peine sorti de son état primordial. Au-delà de l'univers observable, s'étend un univers plus vaste. La question de savoir dans quelle mesure cela va encore est une question à laquelle la physique actuelle peut apporter des contraintes, mais à laquelle elle ne peut pas répondre de manière définitive. L'approche la plus rigoureuse utilise des mesures de la courbure spatiale du cosmos. Si l'univers est courbé comme la surface d'une immense sphère, alors des triangles très éloignés dessinés dans l'espace auraient des angles dont la somme serait légèrement supérieure ou inférieure à 180 degrés, selon que la courbure soit positive ou négative. Les mesures effectuées par le satellite Planck montrent que l'espace est plat à la précision de nos instruments près. Cette platitude implique que l'univers est soit infini, soit beaucoup plus grand que la portion observable. Des analyses statistiques basées sur les données de Planck suggèrent que l'univers total a un rayon au moins 250 fois supérieur au volume observable, ce qui correspond à un diamètre minimum d'environ 23 billions d'années-lumière. Si cette limite inférieure est correcte, l'univers observable occupe moins d'une partie sur 15 millions du volume cosmique total. Pour chaque galaxie visible à l'œil nu, il en existe au moins 15 millions d'autres au-delà de notre horizon. Et c'est une estimation prudente. L'univers véritable pourrait être considérablement plus vaste, voire infini. Cette possibilité exige un moment de réflexion sérieuse. Si l'univers est infini, il contient un nombre infini de galaxies, un nombre infini d'étoiles et un nombre infini de planètes. Dans un cosmos infini où les lois et les constantes physiques sont uniformes, toute configuration de matière physiquement possible doit se produire quelque part. Cela inclut des configurations identiques à notre propre système solaire, à notre propre planète et à notre propre civilisation. Dans un univers véritablement infini, il doit exister des régions de l'espace où la disposition des atomes reflète exactement les conditions qui vous constituent en ce moment même. Les implications de l'infini ne sont pas seulement étranges, elles provoquent des vertiges. Ils remettent en question le concept même d'unicité. Si tout ce qui peut arriver arrive effectivement quelque part dans l'espace infini, alors rien n'est véritablement unique, pas même vous.
Que l'univers soit infini ou simplement d'une immensité inimaginable, la portion située au-delà de notre horizon observable demeure définitivement inaccessible. Il ne s'agit pas d'une limitation technologique, il s'agit d'une limitation imposée par les lois de la physique. L'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère. En 1998, 2 équipes indépendantes étudiant des supernovae de type Ia lointaine ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité, contrairement à ce que la plupart des physiciens prévoyaient. Ça s'accélère. Quelque chose repousse l'espace avec une vigueur croissante. Cette chose, appelée énergie sombre, faute de mieux, constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. La matière noire représente environ 27%. La matière ordinaire, c'est-à-dire les atomes et les molécules qui constituent les étoiles, les planètes et les êtres humains, représente environ 5%. L'univers est composé en grande majorité de substances que nous ne pouvons détecter que par leurs effets gravitationnels, et dont la nature fondamentale demeure l'un des problèmes non résolus les plus profonds de la physique. L'accélération de l'énergie sombre a une conséquence qui se déploie à travers le temps cosmique avec une finalité silencieuse mais dévastatrice. Les galaxies situées au-delà d'une certaine distance s'éloignent actuellement de nous plus vite que la lumière. Cela ne contrevient pas à la relativité d'Einstein, car les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace plus vite que la lumière. L'espace lui-même est en expansion, les emportant avec lui, mais le résultat pratique est identique. La lumière émise aujourd'hui par ces galaxies ne nous atteindra jamais. Ils sont au-delà de notre horizon causal. Nous ne pouvons ni les observer, ni communiquer avec eux, ni être influencés par eux de quelque manière que ce soit. Et le nombre de galaxies franchissant ce seuil augmente à chaque instant. L'expansion accélérée réduit progressivement le nombre de voisins cosmiques avec lesquels nous pourrons un jour avoir une interaction physique. Dans environ 100 milliards d'années, si l'énergie sombre continue de se comporter comme l'indiquent les mesures actuelles, toutes les galaxies situées au-delà du groupe local auront reculé au-delà de l'horizon des événements cosmiques et seront devenues invisibles par décalage vers le rouge. Une civilisation qui émergerait dans ce lointain futur ne verrait dans le ciel que le vestige fusionné de la Voie lactée et d'Andromède, une unique galaxie elliptique géante entourée d'une poignée de satellites liés gravitationnellement. Dans 1 billion d'années supplémentaires, même le fond diffus cosmologique aurait atteint une longueur d'onde trop importante pour être détecté par aucun instrument imaginable. Les preuves du Big Bang, de l'expansion cosmique et de l'existence d'autres galaxies auraient disparu. Ces futurs astronomes, aussi brillants soient-ils, n'auraient aucune base observationnelle pour conclure à l'existence d'un univers plus vaste. Ils vivraient dans un âge sombre cosmique, isolés dans une seule galaxie, la véritable nature du cosmos leur restant à jamais cachée par l'expansion de l'espace elle-même. Il se trouve que nous existons durant une brève période de l'histoire cosmique où les preuves sont encore visibles. Le fond diffus cosmologique brille encore faiblement dans nos instruments. Des galaxies lointaines continuent d'envoyer des photons qui parviennent à nos détecteurs, après des voyages de milliards d'années. La structure à grande échelle du cosmos reste visible dans les relevés de galaxies et les cartes de lentilles gravitationnelles. Nous pouvons encore reconstituer l'histoire. Cette fenêtre d'opportunité ne durera pas, du moins pas à l'échelle cosmique. L'univers efface lentement sa propre histoire, faisant disparaître les preuves une galaxie à la fois, les rendant inaccessibles. Maintenant, prenez du recul et considérez le parcours dans son ensemble. Vous avez commencé cette histoire sous la forme d'une silhouette de Unschauer-Krabatfam de haut, à la surface d'une planète de 12 875 km de diamètre. Cette planète orbite autour d'une étoile située à 93 millions de kilomètres. Cette étoile fait partie des 400 milliards d'étoiles d'une galaxie de 200 000 années-lumière de diamètre. Cette galaxie fait partie d'un groupe local de plus de 80 galaxies d'un diamètre de 10 millions d'années-lumière. Ce groupe appartient à un amas de plus de 1000 galaxies, situé à 54 millions d'années-lumière. Cet amas se situe à l'intérieur d'un superamas d'une étendue de 500 millions d'années-lumière. Ce superamas est intégré à un réseau cosmique de filaments et de vides s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Et tout cela, chaque filament, chaque vide,
Chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète, chaque atome existe à l'intérieur d'une sphère observable de 93 milliards d'années-lumière de diamètre qui pourrait représenter moins de 1/15 millionième de l'univers total. Chacune de ces étapes suivait le même schéma. Une échelle qui paraissait incroyablement grande s'est révélée insignifiante à l'intérieur de la suivante. Le système solaire, que nos engins spatiaux les plus rapides ont mis des décennies à parcourir partiellement, a disparu en un point précis de la galaxie. La galaxie, avec ses centaines de milliards d'étoiles et ses billions de masses solaires, est devenue un simple point lumineux au sein du groupe local. Le groupe local s'est dissous pour devenir un élément mineur de l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge s'est réduit à un seul nœud parmi des millions dans la toile cosmique. Et la toile cosmique, la plus grande structure que nous puissions cartographier, tient dans un volume observable qui pourrait lui-même ne représenter qu'une fraction atomique du tout. C'est là la vérité fondamentale concernant l'échelle cosmique, et elle est plus radicale que de simplement affirmer que l'univers est vaste. L'univers nous remet sans cesse à notre place. Chaque cadre de référence que vous adoptez, aussi vaste soit-il, s'avère être un minuscule détail à l'intérieur d'un cadre plus large que vous n'avez pas encore pris en compte. Il n'existe pas d'échelle à partir de laquelle on puisse s'arrêter et dire « Maintenant j'ai atteint le niveau qui compte ». Chaque niveau est simultanément énorme vu d'en bas et insignifiant vu d'en haut. Le système solaire est immense, au-delà de l'expérience humaine, et insignifiant à l'échelle galactique. La galaxie est colossale, au-delà de toute expérience galactique, et invisible à l'échelle cosmique. L'univers observable est la plus grande chose que nous puissions mesurer, et il ne représente peut-être qu'une infime partie de ce qui existe. C'est cette récursivité qui distingue la véritable échelle de l'univers de sa simple grandeur. Un grand nombre est simplement un grand nombre. Vous pouvez le lire, le noter et passer à autre chose, mais l'effondrement systématique de chaque échelle dans la suivante produit quelque chose de plus inquiétant. Cela révèle que l'intuition humaine n'est pas seulement légèrement mal calibrée pour le cosmos. Elle est fondamentalement, structurellement et irrémédiablement inadéquate. Notre cerveau a évolué pour nous permettre de naviguer dans un monde de pas et de distances de lancer. Avec un peu d'effort, nous pouvons étendre notre intuition pour englober les continents et les océans. Au-delà de cela, les nombres deviennent des abstractions. La distance à la Lune est un nombre. Le diamètre de la galaxie est un nombre. La taille de l'univers observable est un nombre. Mais aucun de ces chiffres ne correspond à une sensation physique que votre cerveau puisse générer. Vous ne pouvez pas ressentir le vide entre les galaxies. Vous ne pouvez pas percevoir la courbure des filaments cosmiques. Il est impossible d'appréhender intuitivement le voyage de 14 milliards d'années d'un photon provenant du fond diffus cosmologique. Ces chiffres existent dans votre esprit comme de pures données, déconnectées de l'expérience, sans aucun lien avec ce que votre corps a jamais rencontré. Et pourtant, vous voilà, un assemblage temporaire d'atomes à la surface d'une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire, dans la banlieue d'une galaxie parmi 2000 milliards. Votre corps est constitué d'éléments forgés à l'intérieur d'étoiles qui ont explosé avant même l'existence du système solaire. Chaque atome de votre corps, plus lourd que l'hydrogène, a été fabriqué à l'intérieur d'une étoile qui n'existe plus. Ces atomes ont été expulsés dans l'espace par des explosions et des vents stellaires, ont dérivé à travers les nuages interstellaires pendant des millions d'années et ont finalement été captés par la gravité dans le disque de gaz en effondrement qui est devenu notre système solaire. Vous ne venez pas simplement de l'univers. Vous êtes l'univers réorganisé, selon un schéma qui est devenu capable de se contempler lui-même. La matière qui a pris conscience de la matière. Une complexité née de la simplicité au fil de milliards d'années de temps cosmique. Il ne s'agit pas d'une observation sentimentale. Il s'agit d'un problème physique. Les mêmes lois de la physique, qui régissent l'expansion des vides cosmiques et l'effondrement des amas de galaxies, régissent également les signaux électrochimiques qui se déclenchent dans vos neurones lorsque vous traitez ces mots. La gravité a façonné la toile cosmique, la fusion nucléaire a permis de créer les éléments, la chimie a assemblé les molécules, la biologie a organisé les cellules, et la conscience a émergé de cette complexité biologique, un phénomène si improbable que nous n'en avons trouvé la preuve qu'à un seul endroit dans tout l'univers observable. Et pourtant, elle est si puissante qu'elle peut reconstituer l'histoire de cet univers
à partir de fragments de lumière ancienne. Une espèce ayant évolué il y a 70 000 générations sur une parcelle de savane africaine a construit des instruments capables de détecter des photons datant de 13,5 milliards d'années. Elle a cartographié la répartition de la matière invisible sur des milliards d'années-lumière. Elle a photographié l'ombre d'un trou noir dans une autre galaxie. Elle a mesuré la faible lueur de la boule de feu primordiale qui remplissait l'univers avant même l'existence de la moindre étoile. Elle a posé des engins sur d'autres mondes, détecté des ondes gravitationnelles provenant de la collision d'étoiles à neutrons et confirmé que l'expansion du cosmos s'accélère sous l'influence d'une force qu'elle ne comprend pas encore. Il convient de rappeler ce dernier point. Nous ne comprenons pas 68% de l'énergie de l'univers. Nous ne pouvons pas détecter directement 85% de la matière. Nous ne pouvons observer qu'une petite fraction du volume cosmique total. Notre théorie la plus aboutie de la physique des particules est incomplète. Notre meilleur modèle d'évolution cosmique contient des paramètres que nous mesurons, mais que nous ne pouvons pas déduire des principes fondamentaux. En toute honnêteté, nous ignorons profondément la nature fondamentale de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais nous en savons plus aujourd'hui qu'hier. Le télescope spatial James Webb repousse les frontières de l'observation vers l'ère des toutes premières étoiles. L'instrument spectroscopique à énergie sombre mesure l'histoire de l'expansion de l'univers avec une précision sans précédent. Les observatoires d'ondes gravitationnelles ouvrent des voies entièrement nouvelles pour l'observation cosmique. Chacun de ces instruments affinera notre compréhension, corrigera nos erreurs et révélera de nouvelles couches de structure et de complexité que nous n'avions pas encore imaginées. La véritable immensité de l'univers ne diminue pas l'importance humaine comme on le suppose souvent. La réaction courante face à l'échelle cosmique est un sentiment d'impuissance. Nous sommes petits, donc nous n'avons pas d'importance. Mais cette conclusion ne découle pas des preuves. La petitesse est une mesure spatiale. L'importance ne l'est pas. Un seul allèle humain porteur d'une mutation qui modifie le cours de l'évolution est microscopiquement petit et biologiquement capital. Une simple équation écrite sur un tableau noir peut réorienter la trajectoire technologique d'une civilisation. La relation entre la taille physique et l'importance cosmique n'est pas linéaire comme le suggère notre intuition. L'univers n'accorde pas d'importance en fonction du volume. Ce que révèle en réalité la véritable échelle de l'univers, c'est quelque chose de plus nuancé et de plus extraordinaire. Cela révèle que le cosmos est structuré de telle sorte que, sur des milliards d'années et des milliards d'années-lumière, une complexité organisée puisse émerger d'une simplicité initiale. Les fluctuations quantiques sont devenues la structure cosmique. L'hydrogène est devenu des étoiles. Les étoiles sont devenues des éléments lourds. Les éléments lourds se sont transformés en mondes rocheux. La chimie est devenue biologie. La biologie a permis à des esprits de reconstituer toute cette chaîne d'événements à partir d'observations effectuées à la surface d'une petite planète. L'immensité de l'univers n'est pas une affirmation quant à l'insignifiance de l'humanité. C'est une affirmation concernant la profondeur et la richesse des processus physiques qui nous ont engendrés. Le voyage du bruit quantique à l'observation consciente a nécessité chacun de ces milliards d'années-lumière et chacun de ces milliards d'années. Cette immensité n'est pas fortuite, c'est le mécanisme. Vous êtes assis sur un rocher de 8000 miles de diamètre orbitant autour d'une étoile qui est l'une des 400 milliards d'étoiles à l'intérieur d'une galaxie, qui est l'une des 2000 milliards d'étoiles dans un volume observable qui pourrait représenter un 15 millionième du total. Chaque échelle que vous pensiez être la plus grande s'avérait être une erreur d'arrondi à l'intérieur de la suivante. Les chiffres sont réels, les distances sont physiques. Et rien de tout cela, pas une seule année-lumière n'est gaspillée, car quelque part dans cette étendue incompréhensible d'espace et de temps, l'univers a accompli quelque chose qu'aucune quantité de vide ne peut diminuer. Il s'est réveillé, a regardé autour de lui et a commencé à se mesurer.